Sébastien Lévesque, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien parce que c'est aujourd'hui qu'on sort notre épisode enregistré devant public au Festipod avec nul autre que Christian Page. Oui, c'était toute qu'une expérience. Oui, ça faisait longtemps qu'on voulait l'avoir à la barre de l'émission et puis pourquoi pas le faire devant public. Ça s'est enregistré devant une salle comble. C'était vraiment cool de rencontrer les Distordus, de vous rencontrer. J'espère qu'on aura la chance de le refaire quelques fois dans la prochaine année. Puis ça nous a donné l'occasion de discuter avec Christian de différents sujets. Oui, puis il nous a même fait une confession qu'il ne fait pas souvent, je vous dirais, dans les médias. Là. Donc, je vous invite à écouter l'épisode quasiment juste pour ça. Exact. C'est un sujet qu'il ne parle pas toujours. Il a accepté d'en discuter avec nous, vu qu'il avait l'occasion de pouvoir s'expliquer longuement et grandement. Vous allez voir, Christian, c'est quelqu'un qui a vraiment de la suite dans les idées et une histoire ne se termine jamais que par une seule phrase. Oui. C'est tout le temps intéressant. Là, on buvait ses paroles. Exact. Vous allez voir, ce dont Seb parle, en fait, c'est que Christian, vous savez que c'est un spécialiste du monde paranormal, des ovnis, même du true crime aussi, jusqu'à un certain égard. Puis, il s'est plongé dans cet univers-là par la suite d'un événement paranormal qu'il a vécu dans les années 70. Et cet événement-là, justement, la plupart du temps qu'on a entendu des gens lui poser la question, ben il garde ce flou un peu, il veut pas trop en parler parce que c'est comme une longue histoire, mais là, exclusivement pour nous, il nous l'a raconté. Donc, manquez pas ça. On a voulu aborder deux sujets principaux. Le premier étant les ovnis, parce qu'on sait qu'il y a énormément de nouvelles qui sont sorties cette année du côté du Congrès américain, du côté du Mexique aussi. Il y a aussi des pilotes américains qui se sont confiés sur leur expérience. Il y a même des squelettes momifiés d'extraterrestres qui ont été présentés au Congrès mexicain. Donc, il y a plein de choses qui se déroulent au niveau du monde des ovnis. Et à Distorsion, on n'en a pas parlé souvent. Donc, on a demandé à Christian de nous en parler un petit peu. Puis, même chose du côté du monde paranormal, parce que Christian sort un livre qui doit être déjà sorti. Alors, on se parle sur les fraudes du paranormal. Donc, on a voulu en parler un petit peu avec lui, parler d'expériences qu'on a vécues ensemble, puis aussi lui faire analyser des vidéos TikTok qu'on a regardées live. Vous allez voir, Christian, il croit pas trop. Donc, ça donne un épisode vraiment intéressant. On a parlé longtemps, on aurait voulu que ça dure encore plus longtemps parce que Christian parle beaucoup, on aurait aimé ça aborder d'autres sujets, mais on s'est concentré sur, sur les sujets les plus importants, sur le cœur de notre épisode. Et puis, on vous souhaite une bonne écoute, ça risque d'être très intéressant. Oui, j'espère que vous allez avoir autant de plaisir que nous à l'entendre. Oh oui. Donc, Seb, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'épisode spécial au Festipod avec Christian Page? Oui, oui. C'est parti. Yeah. One, two. Hello. Ça va bien. Hey, on s'installe encore, ça sera pas long. Oui. Yeah. Hey, merci. Woo. Oh yes, comment ça va? Ouais, on est content d'être là, est-ce que ça va bien? guys. On vous voit pas beaucoup. Yes, on a moins l'occasion de sortir, mais là, post-pandémie comme ça risque d'arriver plus souvent. Oui. Tout d'abord, comment ça va, Sébastien Lévesque? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien, parce que je pense qu'on est en train de réécrire l'histoire ce soir, parce que on reçoit un des invités qu'on nous l'a le plus demandé, en fait. Oui, ça va être une rencontre des titans, en fait. Yes. Avant d'accueillir notre invité, par exemple,
On est en plein début de saison, guys. Sachez que notre premier épisode de notre saison 9, parce que oui, ça fait déjà 9 saisons qu'on est là. Incroyable. Ça nous fait se sentir vieux un peu, même si on a l'impression que c'était hier. Oui, mais notre saison commence maintenant, en fait, sur Patreon. Elle est déjà disponible. Et puis, dans 2 semaines, ça va être disponible partout sur toutes les plateformes. Oui. On se demandait à tout hasard, est-ce qu'il y a des membres Patreon dans la salle? Oui. Oh. Ah oui! Super. Merci de votre soutien. Je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y a des gens qui ont... parce que, en fait, je connais la réponse un peu. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur du Grand Montréal là, qui ont fait un road trip pour venir ici? Oh yes! Oh yes, ben merci de votre soutien. Merci, en fait, c'est vraiment apprécié. C'est vraiment apprécié. Nous, on est en feu cette saison-ci. Ça risque d'être cool. Oh oui. Mais tout d'abord, concentrons-nous sur l'épisode de ce soir parce que j'ai l'impression qu'ils nous mettent dehors à 11h, je pense, ici. Oui, on n'aura pas le choix. On risque d'avoir besoin de temps en masse et puis en même temps, on veut pas de problème avec la sécurité. Donc, on est des godous. Yes, et je sais qu'on va avoir de la discussion en masse. Vous savez, ce soir, on reçoit Christian Page. En fait, petite bio. Christian est originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu en Montérégie et la passion pour les phénomènes étranges et inexpliqués est née durant l'été 76 après une expérience insolite. Donc, je sais qu'il n'en parle pas souvent, Christian, de ça. Peut-être qu'on va le savoir finalement. Quelle est cette expérience insolite de 76? Mais après, tout de suite, en fait, à l'âge de 16 ans, Christian avait déjà, en fait, une émission consacrée aux ovnis, donc à son adolescence. Et par la suite, ça a été un pionnier, en fait, du monde des histoires inexpliquées. Il a fait de l'animation à Canal D, sur la radio. On peut l'entendre maintenant un peu partout, 98.5, Radio X. Il a aussi animé Les Crimes de l'occulte sur Canal D. Il va aussi sortir un livre très bientôt sur les fraudes du paranormal. Donc, vous parlez d'un addon. C'est un drôle de hasard qu'on laisse ce soir parce qu'on risque d'avoir plein de sujets à décortiquer. Il n'y a pas d'hasard, Émile. Non, il n'y a pas d'hasard. Surtout pas aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, accueillons le maître, je ne sais pas comment l'appeler, le Seigneur, le Christian Seigneur. Page, mesdames et messieurs. Let's go! Oui, Christian, j'ai l'impression que ça va être dur de ne pas dépasser tout le temps qu'on avait prévu aujourd'hui parce que je sais que tu es un jaseux. Oui, un verbomoteur. Ouais. Tout d'abord, bienvenue à Distorsion. C'est la première fois qu'on te reçoit au podcast. Oui, on s'était croisés lors de notre série télé en 2019. Mais là, c'est la première fois qu'on te reçoit à notre podcast. Savais-tu que tu étais l'invité qu'on nous avait le plus demandé? J'ignorais. C'est le cas. Ah oui, exactement. Et puis, donc, Christian, en fait, tu m'as teasé un petit peu tout à l'heure backstage. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cet événement de 76 qui t'a amené à t'intéresser au phénomène inexpliqué? Parce qu'on sait que tu es un grand sceptique. Donc, en même temps, on se dit, est-ce que tu as vécu quelque chose qui t'a rendu sceptique ou c'est l'inverse? Ou peut-on être sceptique et croyant en même temps? Je pense qu'on peut être les deux, effectivement. En fait, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ce n'est pas le journalisme qui m'a amené au paranormal, mais le paranormal qui m'a amené au journalisme. Donc, on se replace dans le contexte. On est en 1976. C'était l'été des Jeux olympiques. Et à ce moment-là, on est en milieu de soirée, il est peut-être 21h, 21h30. Le soleil est couché à ce moment-là. Et je reviens d'un petit village tout près de la frontière américaine qui s'appelle Saint-Paul de l'Île-aux-Noix. Et j'ai 13 ans et je fais de l'autostop pour rentrer chez moi. Et à l'époque, c'était très répandu de faire de l'autostop. Et comme à peu près tous les jeunes de mon époque, là je dis mon époque parce que on a l'impression que c'est comme plusieurs générations derrière, mais c'est vrai qu'à cette époque, comme tous les jeunes de mon âge, j'avais regardé quelques séries à la télé, là, Les Envahisseurs avec le petit doigt, puis tout ça. J'avais vu des films de science-fiction, bien sûr, on voyait ça. Mais le sujet ne m'intéressait pas.
comme à peu près n'importe quel jeune de 13 ans. Ce qui m'intéressait à l'époque, c'était Led Zeppelin, la musique rock and roll, les filles, testostérone oblige. Donc, c'était un peu ça le contexte. Donc, ce soir-là, donc, je revenais de chez des amis où on avait passé à peu près toute la journée à faire la fête. Je dois préciser que je ne consomme ni alcool, ni drogue, et pas plus aujourd'hui qu'à l'époque, fait que j'étais plutôt sobre. Et au moment où il faut bien placer un peu le contexte géographique, hein, ce village de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, c'est un petit village rural. Donc, on est près de la frontière américaine, on a une route principale, et dès qu'on sort du village, qui est une agglomération d'une trentaine de bâtiments là, au centre, et dès qu'on est sorti du village, on se retrouve sur une route rurale. On a des réverbères peut-être toutes les 50 mètres à peu près, donc c'est très peu éclairé. Et de chaque côté, évidemment, de cette route, on a de profonds fossés avec des terres agricoles. Alors, je sortais du village, donc je suis dans une zone qui est peu éclairée. Et là, il y a une voiture qui s'amène. Évidemment, on ne réinvente pas la roue. Là. Quand je vois la voiture arriver, je me tourne puis je tends le pouce. Et au troisième ou quatrième véhicule, alors que la voiture arrive dans ma direction, je tends le pouce. Et est-ce que le chauffeur m'a vu au dernier moment ou est-ce qu'il a voulu me faire peur? Peut-être que j'étais trop sûr sur la chaussée plutôt que dans le gravier. Bref, il a donné un coup de volant comme il arrivait à ma hauteur. Et à cette époque, il faut savoir qu'on a des voitures qu'on disait à propulsion, la traction arrière. Oui. Donc, la voiture, comme elle arrive à ma hauteur, le chauffeur donne un coup de volant. Le derrière de la voiture, c'est une grosse voiture américaine de style Pontiac parisienne, pour des gens qui connaissent un peu l'automobile. Donc, la voiture fait un mouvement. Les roues arrière se retrouvent dans le gravier. La voiture commence à déraper dans ma direction. À ce moment-là, je sais que je vais être happé par la voiture. Là, tout ça se passe. En fait, je vais prendre plus de temps à vous raconter l'événement que le temps n'a duré. En réalité. Donc, au moment où le véhicule arrive sur moi, je retiens mon souffle. Je sais que je vais être happé par le véhicule. Et à ce moment-là, et là, je sais, peut-être certains d'entre vous diront, il y a peut-être besoin de pilules. Les pilules, il en prend des fortes. Là. Comme la voiture arrive sur moi, j'ai eu l'impression d'être soulevé du sol. Okay. Je n'ai pas eu l'impression de sauter, j'ai eu l'impression d'être soulevé du sol, un peu comme si la gravité avait cessé d'exister. Donc, je me suis retrouvé à 2 mètres au-dessus du sol. La voiture est passée, la malle arrière de la voiture est passée en dessous de moi. Et je me rappelle, je vous le raconte, et je me vois encore suspendu en l'air. Je bougeais mes jambes et je me disais, mais c'est vraiment extraordinaire ce qui est en train de se passer. Et au moment où la voiture est passée, presque immédiatement, le véhicule a commencé à reprendre son aplomb sur la chaussée. J'ai tombé dans le fossé qui bordait la route. Mais je ne suis pas vraiment tombé, j'ai été comme déposé. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est imaginer un trapéziste avec un harnais de soutien lors d'une pratique. Donc, je suis déposé assez légèrement dans le fossé. Le temps de me relever, la voiture a déjà pris son aplomb sur la chaussée puis elle commence à s'éloigner. Le chauffeur ne s'est pas arrêté et je vois les feux arrière de la voiture qui s'éloignent dans l'obscurité. Et à ce moment-là, au même moment que je constate ça, je constate également que je n'entends plus l'environnement autour de moi. Donc, juste avant l'événement, j'entendais le vent dans les arbres, ça chuintait, là, là, il n'y a plus rien. Et au même moment où je fais ce constat, je sens des mains qui m'agrippent et qui me poussent face contre terre. Là, je suis dans le fossé, face contre terre. Là, je suis persuadé que je suis agressé par des gens et c'est exactement ce qui va se produire. Des mains se referment autour de mes épaules et d'autres mains se referment autour de mes chevilles et je suis soulevé du sol. Je dirais peut-être à une trentaine de centimètres au-dessus du sol, 35-45 centimètres. Et on m'amène dans le champ qui borde la route. Je suis toujours face contre terre. Je suis un peu immobilisé par ces forces, ces grippes qui me tiennent autour. Et j'ai beau tourner la tête dans toutes les directions, je ne vois personne. Et au même moment, je ne flotte pas là, comme sur un tapis volant. Là. Il y a vraiment un mouvement, une oscillation, comme si des gens marchaient. Et là, j'entends une première voix, c'est la voix de celui qui semble tenir mes chevilles. Et curieusement, j'ai l'impression que sa voix vient de la même hauteur que mes chevilles, comme si cette personne était un nain ou une petite personne. Ouais. Et cette première voix dit, presque dans un français québécois, avec une légère vibration, comme si on parlait en se gargarisant, cette première voix dit « On va le tuer ».
on va le tuer. Ouh. La seconde voix, et presque immédiatement, une seconde voix qui n'est pas celle de la personne qui me tient par les épaules, mais celle qui semble être au devant, comme s'il y avait un éclaireur devant la troupe, lui répond « Non, on va seulement lui faire peur, seulement lui faire peur. » Et à nouveau, celui qui me tient par les chevilles répète « Non, non, laisse-moi le tuer, laisse-moi le tuer. » Et le second de dire encore une fois « Non, on va seulement lui faire peur, seulement lui faire peur. » Et après avoir franchi peut-être une trentaine de mètres, je suis redéposé sur le sol, face encore une fois contre terre, et je sens une pression entre mes omoplates. Je m'attends à recevoir un coup sur la tête, quelque chose comme ça, mais tout s'arrête. Et à ce moment-là, je constate que j'entends à nouveau le vent dans les arbres. Je me retourne. Je suis assis dans mon champ de maïs. En fait, j'ai souvent un champ de maïs, mais c'est un champ qui était laissé en friche. Je suis assis dans le champ, à 30 ou 40 mètres de la bordure de la route. J'ai perdu une chaussure sur le parcours, mais il n'y a strictement personne. Incroyable. Ça a duré combien de temps, ce petit laps de temps? Entre le moment où la voiture arrive et le moment où je suis assis dans le champ, je me redresse dans le champ, il y a peut-être 1 minute qui s'est écoulée au total. Et c'est pourquoi je voulais que vous me laissiez aller, parce que si on arrête là, les gens vont dire « il est fou ». Bon, mais c'est tout le temps qu'on avait, Christian. Bon, bonne soirée tout le monde. Bonsoir. Merci d'être venu. On a une audience, oui, exactement, assez ouverte. Donc, à partir de ce moment-là, je deviens obsédé par le paranormal. Donc, je n'avais aucun intérêt pour le sujet, mais du jour au lendemain, ça devient pour moi une obsession. Donc, je me rends à la bibliothèque municipale de mon quartier, je prends tous les ouvrages. D'ailleurs, ça a été une découverte. Je rentre à la bibliothèque et je demande au bibliothécaire, avez-vous des livres sur l'étrange, le paranormal, les fantômes? Parce qu'évidemment, j'associais cette expérience-là un peu à des fantômes. Et on me dit, ah oui, 3e rayon, là. Et là, je découvre qu'en fait, il y a tout un univers du paranormal. Des milliers de gens ont vu des ovnis, des fantômes, ont vécu des expériences étranges. Pour moi, je suis littéralement poussé dans cet univers-là. Et donc, je lis ces ouvrages-là à satiété. À cette époque, j'étais une véritable éponge. Je prenais tout ce que je lisais, j'y croyais. Oui, oui. Ça vient un peu de notre culture. Les gens de mon âge, on nous disait à l'école, si c'est dans un livre, c'est que c'est vrai. Donc, on a développé ce réflexe-là. Donc, je lisais, puis si c'était dans le livre, ça devait être forcément vrai. Et puis donc, pendant quelques années, je suis resté sur la fin de cette expérience-là. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi? Et donc là, je lisais toutes sortes d'ouvrages, des extraterrestres, les fantômes, etc. Par une curieuse coïncidence, si les coïncidences existent. Oui, exact. Par une curieuse coïncidence, quelques semaines après cette expérience, je vois il y a un hebdomadaire à Saint-Jean-sur-Richelieu qui s'appelle Le Canada français. Et la première semaine du mois d'août 1976, parce que mon expérience s'est produite le 13 juillet, donc la première semaine de août 1976, donc 2 semaines et demie à peu près après l'expérience, à la une du Canada français, il y a un article qui dit « Des gens de la plage Brunet à Sabrevois ont vu des ovnis 5 nuits consécutives. » Or, la plage Brunet, c'est de l'autre côté de la rivière Richelieu, à peu près à la même hauteur que Saint-Paul de l'Île-aux-Noix. Je me dis, tiens, c'est vraiment une étrange curiosité. Et à cette époque, il y avait au Québec une organisation qui s'intéressait aux ovnis qui s'appelait UFO Québec. Et on disait, si vous avez été témoin de phénomènes de type ovni dans les semaines ou les jours qui marquent la fin du mois de juillet, début du mois d'août, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Alors, c'est ainsi que j'ai appelé pour la première fois des gens. Pour la première fois, je révélais mon histoire. Je me rappelle, à l'autre bout du fil, j'avais un type qui s'appelait Claude Macduff, qui est décédé maintenant, et il m'a écouté. Il a été le premier à avoir cette oreille attentive, bienveillante, à prendre mon témoignage. Mais à l'issue de mon histoire, il me dit, je ne vois pas le lien entre ton histoire, qui est incroyable, et les ovnis, je n'arrive pas à voir un lien. Mais néanmoins, le chat était hors du sac. Donc, pendant des années, je dirais 3 ou 4 ans, j'ai continué à vivre avec l'obsession dévorante, mais toujours cette idée de cette expérience assez étrange. Et puis, on est au début des années 80. À la télévision, il y a des films de fin de soirée. Et là, inutile de vous dire que j'ai vu à peu près tous les films de fantômes, d'extraterrestres qui circulaient à l'époque. Et donc, on est en fin de soirée.
J'avais le choix entre Bleu Nuit ou le cinéma de TVA. J'ai choisi TVA. Bon. Tu parlais pas de testostérone? Ah, Bleu Nuit, je l'avais déjà vu. C'est des reprises. Ouais, alors, je regarde, et le film qui joue à TVA en fin de soirée, cinéma de fin de soirée, c'est un film qui s'intitule, en anglais, c'est Don't Be Afraid of the Dark. En français, c'est Les créatures de l'ombre. Et dans ce film, je sais qu'on a fait un remake là, dans les années 2000 de ce film-là, mais dans la version originale, c'est un film qui date du début des années 1970. C'est un film qui avait été tourné pour la télévision. Et l'histoire, grosso modo, c'est un couple qui acquiert une maison qui a appartenu du côté maternel à la femme en question. Et au moment où ils emménagent dans cette maison, elle voit au sous-sol, dans la cave, une belle pièce, mais dont la cheminée a été murée. Et là, elle s'informe. D'ailleurs, l'ouvrier qu'ils engagent pour faire des rénovations, c'est le même ouvrier qui, 30 ou 40 ans plus tôt, avait muré la cheminée à la demande de la grand-mère maternelle. Donc, elle lui dit, pourquoi avoir muré la cheminée? Je voudrais la faire réouvrir. Et l'ouvrier dit, non, il y a des choses qui doivent rester telles qu'elles sont. Mais finalement, curiosité féminine, elle décide d'ouvrir la fameuse cheminée et elle libère des petites créatures qui ont à peu près la taille de poupées Barbie. Okay. Et pour ceux qui ont vu le film, on dirait des petits Bigfoot. Hein? Ils se promènent partout dans la maison. Puis là, ils l'appellent « Sally, Sally, viens avec nous, viens jouer avec nous. » Et puis, à un moment donné, moi, je suis là, je regarde ça, mon popcorn, et arrive une scène où il y a des petites créatures qui sont dans la salle de bain. La femme est en train de prendre sa douche. Non, je suis pas retourné à Bleu Nuit. Mais vraiment, la femme est là à prendre sa douche. Et à ce moment-là, deux créatures s'avancent sur le plancher de la salle de bain. Et l'une d'elles tient un rasoir coupe-chou, les fameux rasoirs droits là, qu'on utilisait pour se faire la barbe. Et elle tient le rasoir et elle dit à sa congénère, « Laisse-moi la tuer, laisse-moi la tuer. » Et l'autre de répondre, « Non. Non, on va seulement lui faire peur. Seulement lui faire peur. » Ça sonne familier. Et j'ai arrêté mon élan avec mon popcorn. Je me suis dit, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Il y a quelque chose là-dedans qui ne fonctionne pas. Et à partir de là, évidemment, je n'aurai jamais la véritable explication. Mais aujourd'hui, 45 ans, un peu plus de 45 ans après l'événement, si vous me posez la question, qu'est-ce que je crois qui s'est passé? Je sais aujourd'hui, j'ai suffisamment roulé ma bosse, j'ai suffisamment rencontré de psychologues, de psychiatres, notamment lorsque j'ai fait mes séries sur les enfants assassins, sur les tueurs de l'occulte, pour savoir que notre cerveau est une extraordinaire machine à créer des illusions. Donc, mon hypothèse est la suivante. Le film étant sorti au début des années 1970, il roulait déjà en 1976. Or, il y a une étrange faculté du cerveau qui s'appelle la cryptomnésie. La cryptomnésie, c'est le fait que notre cerveau va enregistrer de l'information à notre insu, et à un moment donné, pour un traumatisme, à l'issue d'un traumatisme, d'une expérience étrange, il va dégurgiter finalement, il va dégurgiter de l'information qui vont se mêler à la réalité. Moi, je pense que quelque part entre la sortie du film, 1973, et 1976, j'ai dû être à un moment donné, quelque part, chez des amis, et le film devait jouer dans une autre pièce. Pour une raison quelconque, mon cerveau a enregistré cette conversation-là. On va lui faire peur. Non, on va la tuer, on va lui faire peur. Et au moment où l'expérience s'est produite, en 1976, la voiture est arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Est-ce que j'ai été happé par la voiture? Est-ce que je suis tombé? Est-ce que j'ai été traumatisé? Et quelque part, les neurones se sont touchés, créant l'illusion d'une expérience hors du commun. Je n'aurai jamais la preuve, je n'aurai jamais d'explication absolue. Il aurait fallu placer des caméras sur le bord de la route, et est-ce que ces caméras-là nous donneraient aujourd'hui la même version que je vous ai livrée? Une chose est certaine, l'expérience que je vous la raconte avec 100% d'authenticité. Quand je me ferme les yeux, c'est exactement ce que je vous ai raconté que je me rappelle.
comme si j'avais été faire mon épicerie chez IGA. Et même si les gens essaient de me dire, oui, mais c'était peut-être autre chose, c'est un peu comme si quelqu'un vous disait, oui, non, tu n'as pas été chez IGA, tu as été chez Métro. Mais non, je me rappelle que je suis allé chez IGA. Tu comprends? Mais donc, j'ai beau essayer de me convaincre que l'expérience devait être autre chose, que mes sens ont dû jouer un rôle pour déformer la réalité, n'en reste pas moins que l'expérience, dans ma mémoire, elle demeure intacte et elle est à l'essence de ce que j'ai raconté. Donc, à partir de là, bien sûr, en 1980, je n'ai pas eu cette vision-là. Je me disais qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Il a quand même fallu une quinzaine d'années avant de mieux comprendre quelles étaient les mécaniques, la mécanique derrière ça. Mais c'était quelque chose qui m'a fasciné. Et comme tu l'as mentionné, après ça, ça a été mes premières émissions à la télévision communautaire. J'ai ramé, hein, parce qu'il faut se rappeler qu'avant les années 2000, il n'y avait pas de télévision spécialisée au Québec. C'est vrai. Donc, quand on voulait faire quelque chose, la première télévision spécialisée au Québec, c'est 1995. C'est hier, c'est 1995. Oui, c'est Canal D, première télévision spécialisée au Québec. Et ensuite, il faut attendre 2000 pour que Cogeco et Bell Media commencent à ouvrir des stations spécialisées. On pense à Z-Télé, Historia et autres. Donc, et à partir de là, ça a été pour moi un envol. Hein. J'avais une formation universitaire en communication. J'ai travaillé à la chronique des chiens écrasés du Journal de Montréal. Puis c'est un peu difficile parce que comme j'avais une passion pour le paranormal, on n'est jamais bon pour autre chose. Moi, je pense que j'étais un bon journaliste, un bon auteur, mais mes collègues journalistes disaient « Ah non, il y a un truc qui est arrivé, là, donnez pas ça à Christian parce que c'est... » Lui, c'est bon, les soucoupes volantes, les extraterrestres, les fantômes, mais couvrir un événement judiciaire, un fait divers, non, c'est pas pour lui. Bref, ça a été assez difficile, mais quand est arrivé, bien sûr, les télévisions spécialisées, ça a été pour moi une porte d'entrée pour faire valoir un peu cette connaissance et cette envie que j'avais de partager le paranormal. Et avec le temps, bien sûr, avec cette formation de journaliste, on apprend à décanter l'information. Et on met en application des méthodes d'investigation qui nous permettent de jeter un regard critique sur les événements. Et c'est comme ça que peu à peu, je suis devenu plus critique par rapport au paranormal, mais pas forcément fermé. Hein. Je dis souvent, autrefois, si vous m'aviez posé la question à 15 ans, je vous aurais dit que 95% du paranormal était vrai. Aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. Si vous me posez la question, je vous dirai que 90 à 95% de ce que vous voyez à la télé, de ce que vous voyez sur Internet, de ce que vous entendez à la radio, que même ce que vous lisez dans des ouvrages est soit faux ou déformé en fonction de l'objectif que l'on veut atteindre. Donc, on veut vous vendre du martien, on veut vous vendre du triangle des Bermudes, on veut vous vendre du fantôme, et on va s'assurer que l'objectif soit atteint en déformant les faits et en oubliant d'autres éléments qui vous permettraient d'avoir un regard plus critique. Mais néanmoins, il reste un noyau, et c'est pourquoi aujourd'hui, 47 ans plus tard, je suis toujours là, parce qu'il y a un noyau de 5% qui défie les explications. Oui, carrément. Et ça, c'est un défi pour l'intellect, et ça me fascine. Puis on risque de justement mettre ton esprit critique à rude épreuve. À rude épreuve ce soir, mais je pense qu'il n'y aura pas tant de difficultés que ça. Non. Mais on risque de toucher un petit peu à deux sujets. En fait, on voulait centrer l'épisode de ce soir sur deux sujets principaux dont on parle beaucoup actuellement. Premièrement, en fait, puis on peut se lancer, on va faire une première partie sur les ovnis parce que c'est un peu le zeitgeist en ce moment. On en parle beaucoup. Il y a des audiences aux États-Unis, au Mexique, donc on va démêler ça un petit peu avec Christian. Puis une autre partie, en fait, qu'on va parler un peu du paranormal à l'ère numérique, en fait. Qu'est-ce que les réseaux sociaux nous ont amené maintenant, justement, comment déceler le vrai du faux. Et on va même analyser quelques vidéos TikTok avec Christian ce soir et avec vous aussi. Donc, ça risque d'être très intéressant. Mais lançons-nous, dans le vif du sujet. Tout d'abord, je sais que tout à l'heure, la slide avait apparu, mais parlons un peu de ce qui se passe actuellement au niveau des ovnis ou même des UAP, parce que là, on change de mot. Il ne faut plus parler d'ovnis, il faut parler de UAP. Mais justement, j'avais envie de peut-être commencer en demandant à la foule ici, puis peut-être en répondant par applaudissement ou par main levée, est-ce que, en fait,
croyez-vous que les extraterrestres nous ont déjà visités? Oui, je pense peut-être une minorité, en fait, quand même. Ouais, J'ai essayé de nuancer ma question, parce que croyez-vous aux extraterrestres, je trouvais ça trop large, un peu, mais nous ont déjà visités. Puis ce qui m'amène à une autre question, Christian, en fait. On parle de croyez-vous aux extraterrestres, croyez-vous qu'ils nous ont visités. Est-ce qu'on est encore dans le domaine de la croyance là, en 2023? Est-ce qu'on fait bien de traiter ça comme une religion où il n'y a pas un peu une certaine, je veux pas dire, je pense pas qu'il y ait de certitude, mais est-ce qu'on en est encore là à parler d'une croyance, d'une religion? Ce que tu apportes est tout à fait justifié parce que moi, j'ai été quand même une vingtaine d'années membre d'associations ufologiques. Mm-hmm. Et je l'avoue, ça a été pour moi une expérience très traumatisante. Ah oui? Oui, et j'explique pourquoi. Quand c'est triste, là, je vais vous faire un aveu. Là. Quand j'étais chez moi, adolescent, puis je lisais des livres, ces ovnis, je m'imaginais le monde avec les ovnis. Puis ça. Il y avait une volonté pour moi de connaître la vérité. Et éventuellement, je me suis joint à des groupements de recherche sur les ovnis. Il y en avait au Québec, il y en avait aux États-Unis. Je nommerai pas ceux au Québec, mais mentionnons ceux aux États-Unis. Il y avait le MUFON, notamment, aux États-Unis. Au Québec, bon, il y en avait aussi. Et donc, j'étais membre à peu près de toutes ces associations. Et puisqu'on est simplement entre nous, là, ben, ça a été une belle gang de crosseurs. Ce que je découvre dans cet univers-là, il n'y a aucune motivation d'avoir la vérité. Ces gens-là croient qu'on est visité par des extraterrestres et déforment les faits dans ce sens-là. Et peu à peu, je me suis enlisé là-dedans. Je me suis laissé prendre à ce jeu-là. Parce que dans cet univers-là, on se fait des amis. On sait bien que l'ufologue qui est en avant de nous raconte des bobards. Mais je ne peux pas le dénoncer. Il fait partie de ma gang. C'est un peu une chambre à écho. Oui, c'est ça. On veut protéger nos amitiés. C'est en même temps une communauté, on fait partie de cette communauté-là. Donc, à un moment donné, on garde le silence. Et puis, des crosseurs au Québec, là, j'en ai vu. Là. Et puis, à un moment donné, je me rappellerai toujours, on est en 1995, un matin, je me lève, je suis en train de me brosser les dents, je me regarde dans le miroir, puis je me dis, mais Christian, qu'est-ce que tu fais là? Ça a été fini. Fin des associations, fin des groupements ufologiques, tout ça. J'avais une motivation, c'était la vérité. Ça ne me dérange pas si on est visité par des extraterrestres, parfait. Si on n'est pas visité par des extraterrestres, ben c'est parfait aussi. Je veux savoir ce qui se passe. Pourquoi on voit ça? Pourquoi on rapporte ça? Pourquoi des gens croient qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres? Il doit y avoir une réponse quelque part. Est-ce que c'est une réponse qui vient de la psychologie? Est-ce que ça vient de l'astrophysique? Ça ne me dérange pas. Mais je veux avoir la réponse. Ces gens-là ne veulent pas ça. Ces gens-là disent qu'ils veulent la vérité, mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est avoir raison. Et ils déforment les faits dans ce sens-là. Donc, à partir de là, je réponds à ta question. Je sais, je fais toujours d'énormes détours. Mais si on regarde l'univers ufologique, appelons ça comme ça, donc des gens qui adhèrent à des groupements, des associations, la réponse est oui. On retrouve dans ces groupes-là les mêmes mécanismes qu'on retrouve dans des mouvements sectaires. Hein. Je sais quelque chose, je bénéficie d'une information privilégiée. Nous, on connaît la vérité, pas les autres. Hein? On est presque dans les théories du complot. Hein? Moi, je sais quelque chose, les autres, c'est des moutons. Alors, et là, la NASA a tort, les astrophysiciens ont tort. Moi, qui pousse la salade chez Métro, moi, je le sais en tabarnouche. Puis, et je le dis souvent, je sais que c'est triste, mais à un moment donné, j'ai entendu tellement de gens me raconter des histoires. Ils étaient prêts à réinventer l'univers à coup de physique quantique, puis ils étaient incapables d'épeler le mot « galaxie » sans faire une faute d'orthographe. Okay. Et ça, c'est triste. Donc, on est réellement ici dans l'univers ufologique. On est, l'expression que tu as utilisée, chambre d'écho, c'est exactement ça. Donc, ces gens-là vivent dans un monde parallèle, ils inventent leurs lois, leurs règles, leurs maîtres à penser, ils se réfèrent à ça. À l'extérieur, là, on est réellement dans un univers de science.
Et ce qui se passe actuellement, c'est amusant parce que, bon, on pourrait longuement en parler, puis je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que c'est passionnant. Moi, le paranormal, ça me passionne, puis je pense qu'on le sent. Hein? Oui. Mais c'est amusant parce que à 2 reprises dans l'histoire des États-Unis, on s'est intéressé aux ovnis et les 2 fois, c'était à cause d'une menace étrangère. Ah oui? En 1947, lorsque l'armée américaine a décidé d'enquêter sur les ovnis pour la première fois, c'était la peur des Soviétiques. On ne craignait pas les extraterrestres, c'était les Russes qui faisaient peur. Oui. Et les premières observations d'ovnis qui ont été rapportées en 1947, je pense notamment à celle de Kenneth Arnold, celle qui va lancer l'histoire des ovnis. Donc, ce Kenneth Arnold, le 24 juin 1947, observe 9 objets volants au-dessus du mont Rainier, dans l'État de Washington, et ces objets, il les décrit comme étant semblables à des croissants avec une queue pointue et un centre plus sombre. Lorsqu'il se pose à l'aéroport de Pendleton, il se rend au bureau du FBI, parce qu'à ce moment-là, on ne pense jamais extraterrestre. On est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on s'imagine les Russes et on est dans l'État de Washington. Qui sont les voisins de l'État de Washington? C'est l'Union soviétique. Donc, vu comme ça, ben oui. En passant par le Canada, mais c'est un petit détour. Là. Bon, on se dit, ça doit être les Soviétiques. Donc, Kenneth Arnold là, se rend au bureau du FBI pour dénoncer ce qu'il a vu, parce que, bon, comme pilote civil, il a pu faire un calcul par triangulation, et il en est arrivé à la conclusion que ces objets devaient se déplacer à 2400 km/h. À l'époque, le mur du son, qui est de 1200 km/h à peu près, n'avait jamais encore été franchi. Alors, persuadé qu'il est en présence d'aéronefs qui viennent de l'Union soviétique, il se présente au bureau du FBI. Et rappelez-vous, si vous avez envie d'envahir les États-Unis, vendredi après-midi, c'est bon, le bureau du FBI ferme à midi. Ah. Donc, quand Kenneth Arnold est arrivé au bureau, la porte était fermée. Donc, il retourne à l'aéroport, discute avec des collègues, pilotes, et éventuellement, un journaliste se trouve présent, Bill Beckett, à qui il va raconter son histoire. Et c'est ce Bill Beckett qui va être, en fait, le créateur des soucoupes volantes. Parce que Kenneth Arnold dit « Ce que j'ai vu ressemblait à des croissants volants, ça se déplaçait très, très vite. » Et lorsque Beckett lui pose la question « Est-ce que ça se déplaçait comme des avions conventionnels? » Kenneth Arnold prend un moment d'arrêt et lui dit « Non, ça se déplaçait comme des soucoupes que l'on aurait fait ricocher sur de l'eau. » C'est une figure de style assez étrange. On aurait plutôt utilisé une pierre qu'on ricoche sur l'eau. Mais non, il dit « Ça ressemblait à des soucoupes qui ricochaient sur l'eau. » Mais il utilise l'expression « soucoupe » pour décrire le mouvement des objets, pas leur forme. Néanmoins, Bill Beckett, le lendemain, écrit dans le journal « Un pilote civil a vu des soucoupes volantes ». Le terme est lancé. Et à ce moment-là, il faut savoir que lorsque l'information arrive en haut lieu, juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les ingénieurs de la Luftwaffe allemande étaient à travailler au développement d'un super chasseur turbopropulsé qui s'appelait le Horten HO-229. Malheureusement, ou heureusement, la guerre a mis fin au développement de l'appareil et on a eu le temps de développer seulement 3 ou 4 prototypes. Ces prototypes étaient identiques à ce que Kenneth Arnold dit avoir observé, donc des espèces de boomerangs volants avec une queue pointue. Donc, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque Kenneth Arnold raconte ça et qu'on trouve écho dans les journaux, au Pentagone, on se dit « Tiens, est-ce qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les Soviétiques n'auraient pas récupéré du savoir allemand et auraient développé en catimini, finalement, le Horten HO-229 version 2.0 et que c'est cet appareil qu'on aurait observé au-dessus de l'État de Washington? » Donc, cette peur, cette menace d'une possible invasion par les Soviétiques va amener, en décembre 1947, la création d'une première commission d'enquête sur les ovnis. Mais assez rapidement, dans les années qui vont suivre, on va se rendre compte que ce n'est pas ça, que les ovnis ne sont pas des Soviétiques et qu'éventuellement, la plupart des observations d'ovnis, 95% d'entre elles, ce sont des gens qui commettent des erreurs de bonne foi, mais des erreurs d'interprétation. Un ballon sonde un avion, un hélicoptère. Dans les années 60, puis là, je ne vais pas prendre trop de temps, ça devient un peu plus complexe, parce que dans les années 60, les militaires américains se sont rendus compte que les ovnis, c'est un bon moyen de dissimuler leur propre vol d'avions espions. Hein? Dans les années 60, les Américains ont développé 2 types d'avions espions. Bon, fin des années 50, le U-2, et dans les années 60, le SR-71 Blackbird. Et souvent, des gens rapportaient des observations d'ovnis, et quand on vérifiait sur les listes,
on découvrait que ces observations étaient bien réelles, mais que la personne n'avait pas vu une soucoupe volante, mais avait vu un U-2 ou un SR-71 Blackbird. Pour vous donner une idée, le U-2 a été mis en service en 1954. Il a été construit d'ailleurs à la base de la zone 51. Oh. Donc, il a été mis en service en 1954, mais les Américains ont découvert son existence qu'en 1960, lorsque les Soviétiques ont abattu un U-2 au-dessus de l'Union soviétique. Donc là, les Américains ouvrent le journal en se disant « Hop, un avion espion américain abattu au-dessus de l'Union soviétique ». Les Américains ignoraient que leur propre gouvernement procédait depuis 6 ans à des opérations de surveillance au-dessus de l'Union soviétique. Donc, on savait que les ovnis, c'était un bon moyen de dissimuler ça. Et en 1969, l'armée américaine a mis fin au projet Blue Book, c'était le nom du projet de l'époque, parce que les avions espions, c'était plus utile. On est passé aux satellites espions. Donc, plus besoin de garder ça à un projet pour étudier des ovnis ou cacher quoi que ce soit. Donc, on a mis fin à ça. Et encore une fois, on va voir que c'est la menace qui va à nouveau raviver l'intérêt du gouvernement américain. Début 2000, le monde a changé. Jamais on n'aurait pensé dans les années 50 ou 60 le développement de drones ou d'avions sans pilote. Et puis voilà qu'au début des années 2000, des pilotes rapportent avoir observé au-dessus de zones de manœuvre militaire, donc interdites de survol, des aéronefs inconnus. Donc, en haut lieu, encore une fois, c'est l'idée de la menace. Est-ce que des nations étrangères, la Corée du Nord, l'Union soviétique devenue la Russie, ou encore la Chine, pourraient-elles avoir développé des aéronefs capables de performances extraordinaires qui utiliseraient ces moyens techniques pour faire de l'espionnage industriel ou militaire? Parce qu'on a également observé de ces engins au-dessus de centrales nucléaires. Donc, c'est encore l'idée de cette menace qui fait que, cette fois, le gouvernement américain a décidé de prendre le taureau par les cornes et de créer, il faut dire aussi qu'il y a eu une fuite dans le New York Times en 2017 qui a un peu, amené, qui a poussé les choses un peu, mais bref, c'est cette menace-là qui fait que le gouvernement américain a décidé de créer une nouvelle commission d'enquête sur les ovnis, dont l'acronyme aujourd'hui est AARO, qui veut dire en français Bureau d'identification des anomalies dans tous les domaines. Donc, c'est le nouveau bureau et c'est amusant parce que là, les Américains ont une patate chaude, hein, parce qu'ils veulent aujourd'hui déstigmatiser le sujet des ovnis. Hein, ils disent aux gens, si vous voyez quelque chose, dites-nous-le. Oui. Mais dans les années 60, ils ridiculisaient les gens pour la même raison. Parce que quand les gens, je vous place dans le contexte, 1966, vous voyez une lumière dans le ciel, l'armée disait, si vous voyez quelque chose dans le ciel, appelez pas les journaux, appelez pas la télé, appelé le projet Blue Book. Donc, les gens appelaient le projet Blue Book. Les agents du projet Blue Book regardaient. Vous avez vu ça quand? Le 3 mai, on découvre que c'est un U-2 ou un SR-71 Blackbird. On veut garder le secret sur ces observations. Donc, on discrédite le témoin. Quand le témoin raccrochait, il s'était fait tellement ridiculiser qu'il n'avait pas envie d'aller se confier aux journaux et à la télévision. Là. Il disait, je suis un tata, moi. Que je suis un tata. Et aujourd'hui, le monde ayant changé, le gouvernement dit aux gens, ben là, si vous voyez quelque chose, dites-nous-le. Ouais, mais il y a 30 ans, vous nous tourniez en bourrique et là, maintenant, vous voulez qu'on vous confie nos observations. Donc, on voit que le monde a changé. On n'avait pas pensé à ça. Et au moment où on se parle, ben effectivement, on prend le taureau par les cornes, on veut savoir ce que c'est. Il y a eu des dépôts devant le Congrès, les dépôts notamment de l'AARO ce printemps, où le responsable, Sean Kirkpatrick, après une année de travail, lui et ses collègues sont déposés devant le Congrès en disant jusqu'à maintenant, il y a des observations d'OVNI pour lesquelles on n'a pas d'explication, mais elles sont proportionnelles à des observations mal documentées. Plus les observations sont peu documentées ou mal documentées, plus elles ont de chances de demeurer non identifiées. Les cas bien documentés, généralement, on trouve des explications. Bon, il y a toujours un nombre, un résidu qu'on ne trouve pas d'explication, mais néanmoins, c'est résiduel. Et ce qu'avait ajouté Kirkpatrick à l'époque, on est en mai dernier, il dit « Nous n'avons trouvé aucune observation qui suggère une présence extraterrestre ». Et c'est exactement ce que la NASA a dit jeudi, on se rappelle. Oui. J'ai adoré leur citation, comme quoi nous avons pas de preuve que ce qu'on a vu
soit d'origine extraterrestre, mais nous ne savons pas ce que c'est. Voilà, donc c'est un peu ce que... donc à partir du moment où le gouvernement américain, le Pentagone, le département de la Défense, décide de mettre de l'avant ce programme pour enquêter sur les ovnis, on a besoin d'une logistique. La NASA a cette logistique, donc la NASA a décidé de mettre son épaule à la roue en disant « nous allons appuyer nos confrères du département de la Défense ». Et donc après, et ça remonte en juin 2022, et donc aujourd'hui, en fait jeudi dernier, la NASA est venue déposer son premier projet avec ses recommandations en 8 points. Et l'administrateur en chef de la NASA, Bill Nelson, a fait une conférence de presse et il a dit jusqu'à maintenant, on a observé des observations, on a regardé, on en a eu une centaine sur lesquelles on s'est penché. Nous n'avons rien trouvé là-dedans qui suggère une présence extraterrestre. Néanmoins, il faut bien l'avouer, on a un nombre de cas pour lesquels on ne sait pas ce que c'est. Donc, on ignore quelle est la nature de ces objets, mais rien qui permet de croire à un véhicule extraterrestre. Bon, pourquoi on peut trouver ça étrange? Si tu ne sais pas ce que c'est, comment peux-tu être certain que ce n'est pas des extraterrestres? Bien, en fait, je pense ce que Bill Nelson dit, et quand on lit le rapport, un rapport de 36 pages, ce qu'on voit, c'est un peu ce qu'avait déjà dénoncé Sean Kirkpatrick, c'est-à-dire que plus les cas sont mal documentés, plus ils résistent aux identifications. Et c'est exactement l'une des recommandations de la NASA. Il nous faut des systèmes qui vont fournir une information de qualité plus étendue que ce que l'on a maintenant. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, lorsqu'on parle des systèmes de détection du département de la Défense, on dit hey, « c'est le nec plus ultra », mais détrompez-vous, pardon. Ces équipements de détection sont conçus pour détecter des avions et des hélicoptères. Ils ont dans leur ordinateur, ils ont des graphiques avec des éléments de performance, des formes, etc. Et ils scannent ça, c'est un peu comme une mémoire, et ils essaient de trouver à quoi ça peut ressembler. Donc, ces équipements-là, même si c'est le nec plus ultra, c'est le nec plus ultra pour détecter des hélicoptères et des avions connus. Ils ne sont pas calibrés pour détecter des petits appareils à déplacement rapide. Donc, les informations que l'on a peuvent être parfois erronées. Oui. Et c'est un peu ce que dit la NASA. Hein? Qu'un pilote nous dise « ça allait vite, puis plus vite qu'un avion conventionnel », ça n'a pas de valeur, ça. C'est ce que j'allais te demander, les témoignages qu'il y a eu devant le Congrès de certains pilotes. Est-ce que, avec ce que tu me dis, est-ce que selon toi, c'était crédible? Non, c'est ça. Donc, c'est pas que c'est pas crédible, c'est que c'est insuffisant. Hein? Les pilotes, d'ailleurs, il y a un ouvrage qui est sorti cette année, un ouvrage qui a été fait par des spécialistes des sciences cognitives, une brique de 700 pages qui s'intitule « Que vaut les témoignages des témoins d'OVNI ?» Et la réponse est « pas grand-chose ». Parce que la réponse est que devant l'inconnu, on a un préjugé favorable. Quand vous lisez une histoire d'OVNI, on dit souvent « Ah, le témoin était un médecin, le témoin était un avocat, le témoin est un policier ou un pilote. » Mais les faits démontrent que quelle que soit notre formation, quel que soit notre degré d'éducation, devant l'inconnu, on est tous pareils. Quand on ne sait pas ce que l'on observe, on est incapable de déterminer sa vitesse, sa dimension, son altitude ou quoi que ce soit. Que l'on soit policier, que l'on soit pilote ou qu'on soit simplement un commis dans une entreprise de grande surface, devant l'inconnu, on est tous pareils. Donc, c'est un préjugé favorable que l'on a, mais ça reste un préjugé qui est injustifiable. Donc, les pilotes qui nous racontent « j'ai vu quelque chose qui est extraordinaire », ils sont de bonne foi, mais comme le dit la NASA, on a besoin de plus. On a besoin de systèmes qui vont permettre de déterminer quand le pilote dit « ça allait plus vite qu'un avion ». Est-ce que ça allait réellement plus vite qu'un avion ou est-ce que ça allait plus vite que qu'est-ce que lui a cru être? Parce que il faut quand même penser que quand nous, on circule, la plupart d'entre nous, à moins que vous ayez un avion, un hélicoptère, là, mais la plupart d'entre nous, on se déplace toujours sur une surface à 2 dimensions. On va de l'avant à l'arrière ou de gauche à droite, mais jamais en hauteur. Or, les pilotes sont dans un appareil où ils doivent tenir compte des 3 dimensions, hauteur, largeur et profondeur. Or, quand lui se déplace à 700 km/h et qu'il voit un objet qui passe rapidement aux côtés de son avion, est-ce que c'est son avion qui se déplace rapidement ou l'objet qui se déplace rapidement? Donc, si vous passez aux côtés d'un ballon-sonde à 700 km/h,
bien, vous aurez l'impression que le ballon il déplace à 700 km/h, ce qui n'est pas le cas. Donc, il y a toutes sortes d'éléments qui peuvent mettre ces gens-là dans une situation où ils vont faire une mauvaise identification de ce qu'ils ont observé. Donc, sans fermer la porte, la NASA dit il nous faut plus de données que ça pour pouvoir déterminer quelle est la nature de ces objets. Et évidemment, on dit ce ne sont pas des extraterrestres, mais vous comprendrez que pour des raisons politiques, on refuse de dire c'est des Chinois, c'est des Coréens ou des Russes. Hein? On se garde une petite gêne, mais visiblement, lorsque l'on parle de ces objets-là, il est clair que dans les hauts lieux, on est plutôt dans l'optique qu'il s'agit d'une invasion ou d'une surveillance menée par des forces étrangères bien terrestres. Fort possible. Oui. Puis si, je vois que tu as réponse à tout, Christian. Oh, non, je n'ai pas réponse à tout. Si j'essaie de te coincer un peu, là, qu'en est-il des observations de groupe? Là, ce qui me vient à l'esprit, entre autres, c'est les Phoenix Lights, en fait, en 97, où des milliers de gens en Arizona ont observé des lumières dans le ciel, incluant l'acteur Kurt Russell même. C'est dur d'être plus crédible quand on appelle les policiers. D'ailleurs, Kurt Russell, il n'a pas fait un grand cas de ça. Il l'a filmé. Il a vu les lumières, il les a rapportées à la tour de contrôle, il s'est posé, il est retourné chez lui, et ce n'est que des mois plus tard, en regardant un reportage à la télé, il dit « Maudit, c'est les lumières que j'ai vues. » Mais bon, cela étant dit, les lumières de Phoenix, c'est un débat qui perdure et pour lequel on a un ensemble d'observations qu'on essaie de regrouper sous une seule et même observation, et c'est là qui peut être l'erreur. On a, dans un premier temps, des gens qui ont observé des lumières dans le ciel en début de soirée. On est en mars, je crois, en mars 97. Donc, au début, les gens voient des lumières dans le ciel. Et là, on est dans le nord de l'État de l'Arizona. Et un peu plus tard, des gens vont voir une espèce de boomerang lumineux qui va survoler, semble-t-il, Phoenix. Et là, les gens disent « Ah, c'est le même objet ». Jusqu'à maintenant, puis là, c'est le journaliste qui parle, c'est pas l'amateur d'OVNI, rien, là. Dans le premier temps, au moment où les fameuses lumières dans le ciel qui ont été vues en début de soirée au nord de l'État, on a découvert qu'il y avait des manœuvres militaires qui étaient faites notamment avec les forces armées de l'air et également la garde nationale, au même moment et au même endroit. Donc, il est possible que les témoins du sol ont vu ces manœuvres militaires, et ça peut paraître étrange là, de voir un ensemble de lumières qui volent en formation, et surtout si on n'est pas habitué de voir ça. Donc, cette observation-là doit être séparée des fameuses lumières en triangle au-dessus de Phoenix. Pour ce qui est des lumières au-dessus de Phoenix, c'est celle que l'on voit ici. L'explication officielle, c'est que derrière les collines, on voit un peu, il y a une colline, juste derrière les collines, il y a la Luke Air Force Base. Ce soir-là, de façon certaine, on sait que la Luke Air Force Base ont procédé à des manœuvres militaires où ils ont largué dans l'air des parachute flares, donc des feux éclairants en parachute. Or, quand on les largue, évidemment, ça fait une ligne et ça descend. Cette explication-là tient bien la route. Je ne veux pas dire que c'est la seule explication, mais c'est une explication qui tient bien la route. Pourquoi? Parce que des journalistes sont retournés sur place et on s'est placé. On voit ici des images qui ont été prises de nuit. Sur certaines de ces images, on voit en premier plan un arbre, par exemple, un cactus, le coin d'une maison, une voiture. Le lendemain, des journalistes sont retournés sur place et ont placé leur caméra exactement à l'endroit où la veille, un des témoins se tenait pour tourner ces images. Et ce qu'on a découvert de façon unanime, toutes les images montrent la même chose, c'est que les lumières, elles commencent à vaciller et disparaissent lorsqu'elles passent de l'autre côté de la fête des montagnes. Donc, elles ne disparaissent pas dans l'air, elles disparaissent parce qu'elles tombent de l'autre côté des montagnes. Donc, l'explication la plus vraisemblable, c'est que ce soir-là, 2 manœuvres militaires, une première dans le nord de l'État et une seconde menée par la Luke Air Force Base, ont amené les gens à confondre ces lumières à la présence d'aéronefs inconnus. Mais évidemment, il y aura toujours ceux qui diront « Oui, mais ce que j'ai vu, c'était pas ça, puis ça peut pas être ça. » Puis bon, éventuellement, il faut rester... Bon, moi, je pense que la première démarche, lorsque l'on rencontre des témoins de phénomènes mystérieux, c'est vrai pour les ovnis, puis c'est vrai pour les fantômes, c'est d'abord d'avoir une écoute bienveillante. Les gens ont des choses à raconter, écoutons ce qu'ils ont à dire. Mais ensuite, il faut se rappeler que quand on mène une investigation, on n'est pas là pour faire plaisir aux témoins. Moi, je me rappelle des ufologues. Les ufologues me blastent souvent, mais les ufologues ont écrit « Ah, Christian Page, il ne respecte pas ses témoins. »
Pourquoi? Parce que le témoin qui me dit qu'il avait vu un ovni, j'ai découvert que ce qu'il avait vu, c'était la planète Vénus, puis je ne respecte pas le témoin parce que je dis que c'est la planète Vénus. Ouais. Est-ce que pour respecter le témoin, je dois dire comme lui? Si le témoin me dit qu'il a vu le Père Noël, est-ce que je dois lui dire « Oh oui, tu as vu le Père Noël? » C'est quoi la différence? Tu sais, comprends-tu? Est-ce qu'on est là pour faire plein... Si je veux des amis, ben je vais aller chez Jean Coutu. Et voilà. Mais je ne suis pas là pour... Le témoin me raconte oui, quelque chose. Mon travail, c'est d'essayer de déterminer ce qu'il a pu voir en laissant la porte ouverte, que c'est peut-être pas la seule explication, mais il y a toujours dans le domaine du paranormal, vous connaissez tous le principe du rasoir d'Occam. L'explication la plus simple est souvent la meilleure. Et même si on ne veut pas y croire, le monde ne doit pas être comme on a envie qu'il soit. Le monde, il est tel qu'il est. C'est bien dit. Ouais. OK. C'est bon, hein? C'est bon. oui, Qu'en Tu peux me est-il citer. Tu peux me Oui, citer. c'est ça. J'ai pris une petite Qu'en note. est-il maintenant de notre petit ovni chéri à nous, là, au Québec, en fait? L'ovni de la place Bonaventure. Exactement. Qu'en est-il, Oui, qu'en tu est-il pouvais pas t'en sortir. de cet ovni-là? Parce que je sais, on en a déjà discuté ensemble à un certain moment. Ça, Et je sais que... Ça, c'est l'histoire d'OVNI qui m'a valu le plus d'insultes de la part des amateurs oui. d'OVNI. L'OVNI de la place Bonaventure, c'est comme le sacro-saint, ça. Critiquer l'observation de l'OVNI de la place Bonaventure, c'est clairement commettre un crime de lèse-majesté. Parce que même Colette, en fait, Colette a été de TVA, Elle, Colette, c'est une lumière bleue derrière. Là. C'était comme une météorite ou quelque chose comme ça. Rien à l'image voir de avec Colette est expliquée, elle est débunkée, donc cette oui, image-là. c'est ça. OK, Colette. Donc là, ici, on a... D'ailleurs, c'est assez amusant parce que les deux photos qu'on voit là, l'OVNI de la place Bonaventure, les deux photos que vous voyez là, c'est des reconstitutions qui ont été faites pour l'émission faites pour l'émission Dossier Mystère. Je vous raconte, on est entre nous, là. Oui. C'est pas ça que les gens ont vu. Mais quand j'ai dit, c'est moi qui ai produit la série, donc je sais de quoi on parle. Quand j'ai parlé avec les gens de Canal D, je dis « l'OVNI de la place Bonaventure », M. Laurando me dit « Ouais, mais des lumières dans le ciel, pas intéressant ça. Manu de la boucane, il faut de la boucane, il faut que ça marche. » OK. Le responsable des effets spéciaux, c'est un de mes collègues, animateur de radio aussi, qui s'appelle Éric Nolin. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Fait que je dis à Éric, Éric, c'est pas bon, les lumières, là, comme c'est pas bon ça. Faut de la boucane. Fait qu'Éric, il dit, t'en veux une soucoupe volante, moi t'en faire une. Et c'est le résultat qu'on a. Donc, mais c'est pas ça que les gens ont vu. Et c'est amusant. Mais c'est les seules images ou presque. Oui, parce que c'est amusant parce que des gens aujourd'hui me disent moi, je l'ai vu, l'OVNI de la place Bonaventure. Ouais? Puis à quoi il ressemblait? C'était comme une soucoupe avec des lumières rouges, vertes qui clignotaient puis qui tournaient. Non, ça c'est dans une sauve, nos dossiers mystères. C'était pas ça. Non. Ça, c'est une invention, ça. C'est Éric Nolin qui a créé ça. Okay. Donc, on voit... Ça ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas vraiment vu ce soir-là du 7 novembre l'objet, mais on voit que leur mémoire le confond avec cette reconstitution-là parce que c'est plus spectaculaire ça que ce qui s'est passé ce soir-là. Donc, je vais essayer d'être court. Puis pour le bénéfice des gens dans la salle, en fait, c'est dans les années 90, un soir de novembre. On est le 7 novembre 1990. Il faut savoir que sur l'hôtel Hilton Bonaventure, aujourd'hui, c'est seulement l'hôtel Hilton. Avec la piscine sur le toit. Il y a une piscine sur le toit qu'on peut utiliser 24 heures, pas sur 24 heures, mais 365 jours par année. Et donc, on est le 7 novembre. Il y a des gens qui pataugent dans la piscine. Puis il y a un accès de l'intérieur vers l'extérieur en passant sous une baie vitrée. Donc, on peut passer de l'intérieur à l'extérieur. Donc, les gens sont dans la piscine et vers à peu près 19 heures, ils lèvent les yeux au ciel. Et là, ce qu'ils voient, c'est pas ça. Là. Ils voient une espèce de couronne lumineuse formée de 6 ou 7 lumières ambres qui se tiennent dans le ciel, à peu près immobiles. Donc, ils regardent ça pendant quelques instants, puis ils ont l'impression de voir des faisceaux verdâtres qui sortent de ces lumières immobiles dans le ciel et qui descendent vers l'hôtel Bonaventure. Donc, après quelques minutes, inquiets, ils en parlent avec la sauvetrice, la lifeguard de la place, Lynn Saint-Pierre, et elle lève les yeux au ciel et voit également ce phénomène-là qui est tout à fait étonnant. Et donc, éventuellement, il y a boule de neige, elle en parle aux gens de la sécurité qui contactent éventuellement la sûreté, la police municipale de Montréal, la CUM, comme on disait à l'époque, la communauté urbaine de Montréal. Et les policiers vont arriver donc sur place aux alentours de entre 19h30 et 20h.
les policiers s'attendent à prendre une déclaration d'observation, mais lorsqu'ils arrivent sur place, le phénomène est toujours visible. Il est moins important qu'il l'était en début de soirée, mais il est toujours visible. Donc, ces gens-là, les policiers voient ce phénomène-là, on discute entre nous. La première réaction, c'est de l'autre côté de la rue, il y a le Mille La Gauchetière, là où est le Centre Bell aujourd'hui, qui était en construction. Et sur le sommet du Mille La Gauchetière, il y a un chantier avec des grues, des lumières très importantes. Et on se dit, est-ce que ces lumières-là pourraient se refléter sur les nuages? Parce qu'il faut l'avouer, les lumières ont de l'air des reflets. Ce n'est pas une soucoupe volante, ça a l'air des reflets. Donc, les policiers appellent les gens responsables du chantier, demandent à ce que les lumières du chantier soient éteintes. Mais même si on éteint les lumières, l'OVNI, entre guillemets, reste bien présent et immobile au-dessus de l'hôtel Bonaventure. Alors, les policiers, ne sachant que faire, il n'y a pas une menace immédiate, et comme le ciel est de juridiction fédérale, ils vont contacter la Gendarmerie royale. Et la Gendarmerie, en se disant peut-être qu'eux autres vont savoir quoi faire avec ça, et effectivement, la Gendarmerie a une disposition pour les cas d'observation d'OVNI ou de météorites. Donc, ils répondent, ben voilà, on va envoyer un inspecteur. Et vers à peu près 21 heures, il y a un agent qui débarque sur place. Et cet agent-là voit le phénomène qui n'est presque plus visible à ce moment-là. Il y a comme 2 faisceaux qui sont encore visibles, mais ça commence beaucoup à s'atténuer. On a l'impression que le phénomène est en train de disparaître dans les nuages. Donc, lui aussi, il fait un rapport, il note ce qu'il a observé. Et puis, à peu près au même moment, il y a un photographe du journal La Presse, Marcel Laroche, qui arrive sur place. Parce que lui aussi a entendu parler. Laroche me racontait, il dit, je me préparais à quitter, puis le patron me dit, « Hey, Laroche, il y a quelque chose au-dessus de l'hôtel Bonaventure, je devrais aller voir. » Laroche se rend sur place et il va prendre une série de photographies qui sont il y en a pris 4. 2, on voit l'objet, une assez sous-exposée, une autre qui est assez bien visible, où on voit 2 ou 3 lumières jaunes avec des faisceaux de lumière. Et c'est un peu merci, bonsoir. L'affaire s'arrête là, vers 10h, 10h30, le phénomène n'est plus visible et ça s'arrête là. Ce qui va se produire après, là, c'est vraiment la montée. Évidemment, les médias veulent avoir des réponses et on les comprend. Donc, la première chose qu'ils font, ils téléphonent ou demandent à parler à des gens qui peuvent savoir. Malheureusement, dans le domaine des ovnis, il y a énormément de préjugés et bien souvent, des gens vont s'exprimer en dehors de leur champ de compétences. Oui. Et ceux qui savaient ou qui auraient pu savoir n'étaient pas intéressés de savoir. Et ça, c'est triste aussi d'une certaine façon. Donc, on contacte, un des premiers qu'on va contacter, c'est Robert Lamontagne, qui est astrophysicien, vous le connaissez probablement, il apparaît souvent à la télévision, un individu très, très compétent. On s'entend bien, Robert Lamontagne, très, très compétent. Mais Robert Lamontagne ne s'intéresse pas aux ovnis. Donc, quand on lui pose la question, oui, l'ovni de la place Bonaventure, bon, Robert Lamontagne, comme à peu près tout le monde, a lu l'article dans le journal, en a entendu parler, il dit, je ne sais pas, il pouvait peut-être s'agir d'une aurore boréale. Mais ce n'est pas possible. S'il avait poussé plus loin sa réflexion, il aurait vite su, en vérifiant des données, qu'on avait un couvert nuageux de 4000 pieds d'épaisseur sur Montréal à ce moment-là. Donc, une aurore boréale n'aurait pas été visible à travers cette couverture nuageuse. Mais bon, pour beaucoup de gens, c'est un aurore boréale. Hein, Robert Lamontagne le dit, c'est un astrophysicien reconnu, réputé. On a parlé également avec Pierre Chastenay. Pierre Chastenay, à l'époque... Oui. C'était un scientifique. Il était astronome, il était attaché au planétarium, à l'époque on disait planétarium d'art, c'est l'ancien planétarium qui était sur Saint-Joseph, boulevard Saint-Joseph ou quelque chose comme ça. Et en tout cas, dans Griffintown, là, dans ce coin-là. Okay. Et là aujourd'hui, c'est le planétarium Rio Tinto. Là. Donc, Pierre Chastenay, c'est un individu très compétent. Oui. Mais quand on y parle d'OVNI, il fait de l'urticaire. Donc, quand on a posé la question à Pierre Chastenay, l'OVNI de la place Bonaventure, immédiatement, Chastenay dit non, il dit ça devait être un reflet sur les nuages, merci, bonsoir. Le gros dommage, c'est que quelques semaines après, Claire Lamarche fait une émission qui s'intitulait « Croyez-vous aux extraterrestres ?» Et Lynn Saint-Pierre, la lifeguard, était présente et elle raconte ce qu'elle a observé. Elle dit, j'ai levé les yeux, il y avait ces lumières-là, c'était étrange, ça ne bougeait pas, mais c'était quand même mystérieux. Et Pierre Chastenay est dans la salle. Je suis assis 2 fauteuils aux côtés de lui. Et Chastenay se lève en disant, oh, il faut arrêter ça.
Il dit ça, les lumières, là, il dit c'est des reflets sur les nuages. Il dit c'est le mille, la gauchetière. Il y avait une grue, puis il y avait des lumières, puis c'est ça qui se reflétait sur les nuages. Merci, bonsoir. Quand on dit ça devant 2 millions de téléspectateurs, le dommage est fait. Donc, les gens, c'est merci, bonsoir, c'était des reflets. Mais quand je suis sorti du studio, je dis à Pierre, j'ai dit, est-ce que tu as lu le rapport de police? Chastenay me dit non. Ben, j'ai dit, si tu l'avais lu, tu aurais vu qu'à 20h15, les policiers ont fait éteindre les lumières de la grue. Et pourtant, l'OVNI était toujours présent. Donc, c'est pas ça l'explication. Ça ne veut pas dire que c'est des extraterrestres, mais cette explication-là ne tient plus la route. Et moi, je ne suis pas un spécialiste de la physique atmosphérique, donc je m'en tiens un peu à ça. Des amateurs d'OVNI vont commencer à capitaliser autour de ça. Il y aura même une étude c'est un peu trompeur, parce qu'il y a une étude qui est menée par un type qui s'appelle Richard Hines. Et Richard Hines, on le présente comme étant un employé de la NASA. Donc, pour la plupart d'entre vous qui ont peut-être entendu parler de ça, on dit c'est un rapport de la NASA. Non. Richard Hines travaille à la NASA, mais il n'a pas mené son investigation sur l'OVNI de la place Bonaventure avec les équipements ou la logistique de la NASA. C'est un type qui a écrit plusieurs livres sur les ovnis. Il est passionné par les ovnis. Donc, quand il a entendu parler de l'histoire de l'OVNI de la place Bonaventure, il s'y est intéressé et il a conclu que l'OVNI de la place Bonaventure était un objet qui devait faire 540 mètres de diamètre. Ça, c'est 5 fois un terrain de football. Donc, lui, il dit que c'est un objet physique, matériel qui était là, qui faisait 5 terrains de football. Là, tu te dis, ouais, c'est quand même gros. Hein. Il faut savoir que ce soir-là, il n'y a eu aucune détection radar, rien du tout. C'est quand même 540 mètres, là, 5 terrains de football dans le ciel au-dessus de Montréal, ça ne passe pas inaperçu. Il faut quand même se rappeler aussi que les gens qui circulaient autour de la place Bonaventure ne le voyaient pas, cet objet-là. Hein? Les gens, tous les témoins disent, ce n'est qu'en arrivant sur le toit de l'hôtel Bonaventure ou dans les rues juste à côté qu'on le voyait. Mais ça, on était 2 coins de rue plus loin, on ne le voyait pas. Donc, il y avait quelque chose assez étrange là-dedans. Et éventuellement, puis là, je pourrais il y a toute une saga autour de ça, mais arrivons à l'explication possible. Possible. Bien sûr. Rasoir d'Occam. Oui. Ouais. Quelques années après, des gens qui s'intéressent à la physique atmosphérique ont dit, tiens, l'OVNI de la place Bonaventure, quand on regarde la seule photo connue qui existe, cet objet-là, ce phénomène-là, tel qu'il est décrit, tel qu'il a été observé, tel qu'il a été photographié, est tout à fait identique à un phénomène atmosphérique rarissime qu'on appelle des piliers lumineux zénithaux. Qu'est-ce que c'est? Vous avez peut-être tous vu des piliers lumineux l'hiver. Donc, qu'est-ce qui se produit lorsque la température est relativement chaude? Il y a des cristaux de glace qui se forment dans l'air et au-dessus des lampadaires ou d'une source de lumière, il y a une colonne de lumière qui va se former et elle monte dans le ciel. Comme il y a un lien entre la source de lumière et la colonne, on ne se pose pas de questions sur la source. On le voit bien, on voit le lampadaire, puis on voit la lumière qui monte. Même si on n'est pas un spécialiste de la physique, on comprend bien qu'il y a un lien entre la lumière et la colonne de lumière. Dans le cas des piliers lumineux zénithaux, ce qui se produit, c'est que les cristaux de glace ne se forment qu'à partir d'une certaine altitude. Donc, ils ne rejoignent pas la source au sol. Ils commencent à une certaine altitude et, évidemment, ils convergent vers des points lumineux, comme lorsque vous regardez une voie ferrée, vous avez l'impression que les rails se touchent au loin, mais c'est une illusion d'optique. Or, comme il n'y a pas de lien entre la source lumineuse et la colonne de lumière qui se forme, on a l'impression que la lumière vient du ciel et non pas du sol. Or, dans le cas de l'OVNI de la place Bonaventure, ce soir-là, le 7 novembre, la température au niveau du sol avoisinait le point de congélation. Mais dès qu'on se déplaçait un peu en hauteur, là, on tombait dans des températures moins 0. Et à ce moment-là, les cristaux de glace étaient possibles. Il est fort probable, on n'a pas de certitude, mais il est fort probable que ce soir-là, les gens sur l'hôtel Hilton Bonaventure ont observé un phénomène atmosphérique rarissime qu'on appelle piliers lumineux zénithaux. Et c'est ce phénomène-là les a amenés à croire qu'ils observaient un OVNI. C'est ce qui explique pourquoi, d'ailleurs, le phénomène n'a pas bougé. Hein, au fur et à mesure où la température a varié, il a fallu qu'on perde 1 ou 2 degrés seulement pour que les cristaux de glace deviennent de la neige ou disparaissent ou perdent leur capacité à refléter la lumière au sol et le phénomène s'est arrêté.
Intéressant. Ben, j'avais entendu, moi aussi, cette explication-là qui... Bon, là, vous allez me dire qu'on va se faire sortir par les gardes de sécurité. Mais non, pas encore. Ça devrait aller. Ça devrait aller. On a encore un petit Mais peu. oui, c'est vrai que c'est une explication qui a gagné un peu en traction au cours des dernières années. C'est pas la première fois que je l'entends, mais c'est intéressant. Vous irez lire là-dessus sur les piliers atmosphériques zénithaux. Mais on a aussi un autre sujet à couvrir parce qu'on on sait, Christian, que tu publies un livre sous peu. Je sais que Seb aussi avait une question là, par rapport à ton livre, là, justement. On se demandait justement là, par rapport aux fraudes du paranormal. Oui, aux fraudes du paranormal. Si tu n'avais pas une anecdote que tu pourrais nous raconter. En fait, cet ouvrage-là, il sort le 18 octobre. Je vous invite tous à l'acheter. C'est le meilleur livre que... donc, ça sort le 18 octobre. C'est, je pense, mon 13e ou 14e, quelque chose comme ça. Et ça s'intitule « Les grandes fraudes du paranormal ». J'ai choisi 20 fraudes. D'ailleurs, sur la couverture, c'est 20 fraudes dignes d'Hollywood. Parce que dans le domaine du paranormal, j'ai eu de la difficulté à en sélectionner seulement 20. C'est un terreau qui est fertile aux arnaques et aux fraudes. Mais c'est pas tout de savoir « Ah, ça, c'était une fraude ». Parfois, des fraudeurs se sont donné un mal de chien pour nous vendre un truc. C'est intéressant de voir comment les gens y ont cru et comment la fraude a été montée et pourquoi aussi on y a cru. Hein. Souvent, les médias ont joué un rôle là-dedans. Donc, j'ai essayé de décanter ça. Donc, c'est 20 fraudes qui touchent l'univers du paranormal. On va dans tous les domaines, domaine fantôme, ovni, énigme de l'histoire. Et l'une des fraudes, c'est assez amusant, qui est rebondie cette semaine, qui fait l'objet d'un chapitre dans mon livre, c'est les momies tridactyles de Nazca. Donc, grosso modo, l'histoire est la suivante. En 2015, on se trouve à Nazca, au Pérou. C'est un endroit qui est très riche en folklore extraterrestre. Hein. À Nazca, il y a des géoglyphes sur le sol. Aussi, des géoglyphes, des dessins sur le sol qui sont attribuables aux civilisations d'autrefois, les Nazca qui ont fait ces lignes-là. Donc, les amateurs de mystère, des théories des anciens astronautes veulent voir dans ces dessins-là des guides pour des extraterrestres ou des terrains d'atterrissage pour les extraterrestres. Dans cette région-là également, on avait autrefois, il y a à peu près 1000 ans, une civilisation qu'on appelait les Paracas, qui pratiquait la déformation crânienne. Donc, chez les nourrissons, on plaçait une plaque de bois sur le front et une autre derrière la tête avant que les fontanelles se soudent, et ça déformait le crâne. Ça faisait des crânes très, très, très allongés. Ça peut paraître étrange, un peu comme les femmes girafes, par exemple. Ces gens-là voyaient dans ces déformations un aspect esthétique, mais ils voyaient également une façon de distinguer les castes, donc les niveaux sociaux, les riches, les moins riches, les pauvres, les itinérants. Donc, on les avait tous, là, dépendamment de la déformation. Donc, évidemment, si vous voulez croire aux extraterrestres, voir un crâne déformé de cette manière-là, tête allongée, c'est facile de faire le pas. Ça correspond à l'image qu'on a de l'image des extraterrestres dans le folklore. Donc, on est dans un endroit très riche. 2015. On a un wakero, donc un pilleur de tombes, qui annonce avoir trouvé des momies extraterrestres. Et pourquoi extraterrestres? D'abord parce qu'elles ont plusieurs tailles. Il y en a qui ont la taille d'êtres humains, d'autres qui sont plus petites, qui ont un peu la taille de grosses poupées, qui font 40-50 cm de long à peu près. Et ces momies, parce que ce sont des corps momifiés, ont tous les mêmes caractéristiques. Des crânes déformés et 3 doigts et 3 orteils à chaque main et chaque pied. Donc, forcément, ça ne peut pas venir d'ici. Il essaie, puis là, je vais essayer de faire une histoire courte, mais vous découvrirez tous les détails dans mon bouquin. Donc, on essaie de les vendre à des archéologues sur place. Évidemment, les archéologues ne sont pas intéressés. On essaie de les vendre à des musées locaux. Il faut savoir qu'au Pérou, les musées ne sont pas forcément le musée de la civilisation ou le British Museum. C'est souvent des cabanes sur le bord d'une route. Je ne sais pas si certains d'entre vous êtes allés au Pérou, là, mais on a des cabanes sur le bord de la route et c'est des attrapes touristes, là. Pour quelques pièces, on entre là, on nous montre des artefacts. Certains sont authentiques, d'autres sont tout à fait faux, fabriqués. Puis bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on essaie de le vendre à des musées, mais même les musées un peu boiteux, disons ça comme ça, ne sont pas intéressés non plus. Alors, éventuellement, ça va attirer, puis là, je fais quand même un gap assez rapide, mais il y a quand même des scientifiques qui vont regarder ces histoires de momies, et rapidement, on va découvrir que les momies de taille humaine sont vraiment des momies humaines, mais qu'on a
mais qu'on a altérés, qu'on a mutilés pour essayer de nous faire croire que c'était des extraterrestres. Donc, on les a coupés des doigts, on les a mutilés. C'était épouvantable. C'est épouvantable parce qu'à la fois, c'est un pillage du patrimoine, mais ce sont des restes humains. Hein? C'est quand même des vrais restes humains. Quant aux petites momies, des radiographies vont démontrer que c'est du bricolage fait avec des os d'oiseaux, des fibres végétales, des cochonneries. Donc, et évidemment, on ne s'intéresse pas à ça, on comprend que c'est une fraude. La seule chose que l'on peut faire, des archéologues et des anthropologues vont adresser une pétition au ministre de la Culture du Pérou pour dire, bien, attention, là, il y a un pillage du patrimoine, mais il faut savoir qu'au Pérou, le ministère de la Culture est un ministère qui est décentralisé. Donc, finalement, chaque province fait un peu ce qu'elle veut. Donc, il y a pas, les lois s'appliquent difficilement. Alors, si la communauté scientifique ne s'intéresse plus à ça, si les archéologues du pays ne veulent rien savoir parce que c'est clairement une fraude, il y a quand même quelqu'un qui va trouver le moyen d'en profiter. Et cet escroc s'appelle Jaime Maussan. Jaime Maussan il se présente comme un journaliste, mais c'est un entertainer, il s'occupe de divertissement. Il anime sur la première chaîne de Mexico une émission hebdomadaire sur les extraterrestres, les fantômes et tout le reste, et il a été associé au cours des 20 dernières années à peu près à toutes les fraudes qui ont marqué l'histoire du paranormal. N'importe. S'il y a une pièce à faire, Jaime Maussan est là, vous pouvez être certain. Donc, quand Maussan a entendu parler de ces histoires de momies à 3 doigts que tout le monde décriait comme étant des fraudes, Maussan s'est dit, parce que c'est un émule du célèbre forain P.T. Barnum, P.T. Barnum qui disait « Il y a un idiot qui naît toutes les minutes et il n'y a jamais de mauvaise publicité ». Donc, ce sont les leitmotivs de Jaime Maussan. Il s'est assuré de se procurer certaines de ces momies. D'aller voir le Huaquero. D'ailleurs, le Huaquero n'a jamais montré les tombes d'où il sortait les momies. Il disait « T'en veux une? M'allez t'en chercher une, viens me revoir dans une semaine. » Donc, ça peut sortir d'une caverne mystérieuse ou du sous-sol de sa maison. Mais peu importe, Jaime Maussan a récupéré ses petites momies. Hein? Oui, voilà, il y a des bons contacts. Il y a des bons contacts. Et l'an dernier, donc 2022, au sortir de la crise du COVID, il a tenu une présentation publique au World Trade Center de Tijuana, au Mexique, où il a présenté ses fameuses momies qui ont connu un énorme succès. Et là, voilà qu'il y a quelques semaines, le Congrès mexicain annonce qu'il va tenir des auditions sur les ovnis. Oui. Pourquoi? Parce que des gens veulent faire pression pour que le gouvernement mexicain mette de l'avant un service étatique, comme aux États-Unis, où on a créé une unité pour enquêter sur les ovnis. Alors, les Mexicains se disent, on n'est pas plus cave que les Américains. Pourquoi nous autres, on n'a pas notre bureau d'enquête sur les ovnis? Or, le Congrès mexicain, il faut le savoir, c'est pas aussi protocolaire que le Congrès américain, mais néanmoins, on est quand même dans l'antichambre du pouvoir. Et lorsque le Congrès américain a annoncé qu'il allait tenir des auditions, Jaime Maussan s'est dit « Hop, c'est le temps de ressortir mes momies !» Il les a dépoussiérées et il est allé faire sa présentation devant le Congrès mexicain. Et les médias n'en ont eu d'intérêt que pour ces maudites momies qu'on retrouve sur plein de photos. Les momies. Mais il faut savoir que c'est une fraude qui circule depuis 2015 et qui est clairement, on connaît les tenants et aboutissants de cette fraude-là. Et si vous voyez le nom de Jaime Maussan associé à une affaire d'OVNI, rappelez-vous, mieux vaut s'en tenir loin. Parce que c'est visiblement un escroc. Oui, j'avais entendu son nom à quelques reprises. Ouais. C'est vrai qu'il est associé à plein de découvertes aussi intéressantes. Il y a quelques années, il y avait des photographies, 2 diapositives. Je prends 2 secondes pour raconter ça. Il y avait 2 diapositives qui avaient été trouvées aux États-Unis qui montraient comme une espèce de momie. Et là, il y a quelqu'un qui dit « Coudon, ça pourrait-tu être un extraterrestre de Roswell? » Jaime Maussan a entendu parler de ça. Il est allé voir le gars, il dit « Écoute, laisse-moi ça entre les mains, on va te faire quelque chose. » Et effectivement, il a monté une affaire, ça a monté un build-up incroyable. Et puis finalement, il a tenu dans l'Auditorium national de Mexico une activité qui est appelée « Be Witness », soyez témoin.
il y a eu plus de 8000 personnes qui ont payé 80 $ pour être présents à cette activité-là, où on allait révéler les fameuses diapositives, et des gens à travers le monde avaient payé une vingtaine de dollars pour avoir un lien Internet pour pouvoir suivre la révélation des dites diapositives. Donc, tout le monde était là, et je le raconte un peu dans mon livre, parce que j'y étais aussi. Mais je n'avais pas payé, moi. Bon. Et là, quand les diapositives ont été présentées, comme je le dis dans mon bouquin, je dis, il y a eu un silence dans la salle. Et la question était de se demander, est-ce que le silence était dû au fait que les gens se disaient « Wow, quelle révélation » ou bien « Je me suis fait fourrer, moi, là. » Parce qu'effectivement, quand on voit ça, la première chose qu'on se dit « Mais coudonc, c'est une momie ordinaire. » Et effectivement, dès que les photos ont commencé à circuler, en moins d'une journée, on savait que les momies étaient une momie qui avait été exhibée au musée de Mesa Verde dans les années 40. Et c'était une momie d'un groupe autochtone local qu'on appelle les Anasaziz qui entourait les momies. Donc, on avait même, le plus incroyable, c'est sur une des diapositives, il y avait une petite pancarte devant la momie qui était un peu floue. Dès que la diapositive a été connue, des gens ont utilisé un logiciel qui s'appelle Dibbler, qui est utilisé par le FBI, puis ils ont pu rendre ça plus clair, puis c'était marqué « momie d'un garçon de 2 ans ». C'est incroyable. Et ça, c'est une des fraudes, une des nombreuses fraudes de Raymé Mossad, les diapositives de Roswell et Be Witness. Je veux quand même, je sais qu'on est déjà overtime, mais on voulait vraiment passer un petit peu de temps avec vous tous, avec Christian, pour regarder certaines vidéos tirées de TikTok, en fait, sachant que TikTok est une source d'information vraiment, vraiment crédible et solide. On voulait regarder avec vous parce qu'il s'en passe des choses. Puis c'est là qu'on va revenir un peu à la ligne éditoriale de Distorsion, c'est-à-dire le paranormal à l'ère numérique. Vous allez voir, je vous présente, j'en ai plusieurs, mais je vais voir selon le temps, si on a le temps de penser à tous. Mais, premier sujet, tiens, est-ce qu'on vit dans une simulation? Oui. Et je vais vous parler d'un TikToker, en fait, qui s'appelle Kilmaru, en fait, qui, lui, s'est réveillé un bon matin dans un monde où il n'y a plus personne. Et là, les gens disent, ben c'est sans doute des effets spéciaux, hein, ou peut-être qu'il est allé dans une épicerie à la COVID, pendant la COVID, et qu'il n'y avait plus personne. Donc là, les gens lui lancent des défis, lui disent, ben va au Vatican. Il y a toujours des gens au Vatican. Il va au Vatican et il n'y a personne au Vatican. On lui dit, va à la zone 51. C'est interdit d'y aller, mais dans un monde où il n'y a plus personne, tu dois pouvoir y aller. Ben, il va dans la zone 51. On lui demande... Je voudrais voir ça, moi, parce que je suis allé puis je me suis fait sortir un coup de pied dans l'arrière-train. On lui a demandé d'aller sur un bateau de croisière au large et il y est allé. Et M. le Sandman, peut-être ramener le son sur mon ordi. Je ne sais pas si c'est possible parce qu'on l'a enlevé. Mais regardons le premier TikTok de gauche, tiens. Et dans l'autre TikTok qu'on va regarder aussi, les gens lui disent, ben va au palais de Buckingham. Puis il a dit, oui, je vais y aller, puis je vais même voler la couronne. My parallel universe, I can enter Buckingham Palace. This time, I'm not going to leave without the crown. A nap. After a few hours of searching, I decided to go to a pub and serve myself a few drinks. Et là, on voit Because son why poignet. not? Cheers, mates. Avez-vous la couronne à son poignet? Il a la couronne au poignet. Toi, Christian, est-ce que tu crois qu'on vit dans une simulation? Non. Tu ne dois donc pas croire Kilmaru ici. Ah, écoute, moi, j'ai fait tellement de télé, j'ai fait tellement de documentaires, tu sais, ce genre de trucs-là, on peut faire ça. Oui, ça. Il suffit de... Tu sais, on ne connaît pas les conditions. Tu sais, est-ce qu'à un moment donné, on a fait un essai du navire, puis il connaissait quelqu'un, il a pu monter à bord du navire, ou quelqu'un a filmé des images. Tu sais,
le problème à l'ère numérique, c'est un peu la difficulté. Moi, je le dis, ce qui est un peu malheureux par rapport au paranormal, quand moi j'ai commencé, c'est qu'on se déplaçait, on allait rencontrer des gens, puis là, ils disaient, ah, j'ai vu un ovni ou je l'ai filmé. Où tu te tenais, je me trouvais là, je regardais là. Donc, on avait une immersion directement sur le lieu. Aujourd'hui, les gens ne se déplacent plus. Hein, tout se fait un peu derrière un écran. Moi, je dis aux gens, quand vous voyez des images, dites-vous, est-ce que j'ai accès aux témoins? Est-ce que j'ai accès aux lieux? Est-ce que j'ai accès aux équipements qui ont été utilisés? Parce que même avec un appareil numérique, beaucoup de gens ne savent pas que l'appareil numérique va enregistrer des données géographiques ou l'endroit se trouve. Des métadonnées. Donc, il y a des métadonnées qu'on peut avoir. Mais à partir du moment où tu vois une vidéo comme ça qui circule sur TikTok, sur YouTube, c'est divertissant. Moi, j'en ai vu qui sont super divertissants. Il y a des trucages qui sont dignes d'Hollywood. Il y en a qui sont bons. Mais il faut se dire que, à moins d'avoir un accès direct soit au caméraman ou au vidéaste, aux lieux, aux appareils utilisés, ça reste du divertissement. Mais outre cette vidéo-là, le fait qu'on pourrait vivre dans une réalité alternée... Oui. Mais vous savez, hein, il y a aussi, depuis des années, on a des gens qui disent venir du futur. Oui. Hein? Bon, il y a John Titor. John Titor, oui, on a même fait un épisode... John Titor, c'est un cas particulier. Bon, mais ces gens-là disent, ah, moi, je viens du futur. Et à toutes les fois, leur preuve, toujours une photo floue. Hein, vous avez remarqué, c'est une photo floue. Ben oui. Et d'ailleurs, je le dis souvent, hein, dans l'univers dans lequel on vit, pas le monde altéré, pas la reconstitution, mais dans notre monde, la qualité de l'image a connu une évolution exponentielle au cours des 20 ou 30 dernières années. On est passé, par exemple, des appareils argentiques, appareils photos, aux appareils numériques. Puis pour ceux les plus âgés, rappelez-vous, les premières photos qu'on prenait avec nos téléphones portables, il était granuleux. Monsieur était granuleux. Aujourd'hui, on a des millions de pixels. Aujourd'hui, avec des endoscopes, on est même capable de faire des opérations chirurgicales uniquement en utilisant des endoscopes. Et on voit des photos, des images qui proviennent du télescope James Webb, par exemple, qui montre le fond de l'univers. C'est tellement impressionnant. Dans tous les domaines d'activité humaine, l'évolution de l'image est extraordinaire. On estime qu'il y a autant d'appareils photo qu'il y a d'humains sur Terre. Donc, on est grosso modo presque 9 milliards. Il y a 9 milliards d'appareils disponibles. Autant notre appareil qu'on a en main, les appareils photo qu'on a chez soi, mais également les caméras de rue, les caméras sur les édifices, aux intersections routières. Dans tous ces domaines-là, la photographie a connu un bond... la photographie, le film a connu un bond de géant, sauf dans le paranormal. Les photos de fantômes, les photos d'ovnis sont toutes aussi floues aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 50 ans. Mais pourquoi? C'est quand même aberrant. C'est les fantômes, ils sont timides. Les extraterrestres, dans le secours, il y a un bouton floutage. On floute. Il y a un gars qui a une photo, on le floute. C'est pour les droits d'auteur. Dans le même ordre d'idée, il y a aussi, si on vit dans une simulation, en fait, il y a des chances aussi qu'il y ait des glitches, en fait, dans la vie. Il y a des glitches dans la matrice. Oui, des glitches dans la matrice. Des personnages qui peuvent apparaître. Des fois, c'est des morceaux du décor, un peu comme dans un jeu vidéo. On se retrouve dans un espace liminaire après avoir franchi une porte ou quelque chose comme ça. Eh bien, il y a quelque chose de spécial qui est arrivé, à la grand-mère de Alisha ici. Un autre phénomène de l'ère numérique, c'est qu'on est tellement surveillé, on a des caméras dans nos sonnettes maintenant un peu partout. Et elle, en fait, sa grand-mère, quand elle est revenue de chez elle à un certain moment, a retrouvé un paquet cadeau qui lui était destiné à l'intérieur de sa maison. Mais ce n'est pas sa fête, rien. Elle ne sait pas d'où vient le cadeau. Il est apparu là. Et sur les vidéos de surveillance, il apparaît là, tout bonnement aussi. Et cette dame-là, en fait, n'est pas du tout... Un admirateur anonyme. Oui, peut-être. Elle n'est pas du tout je sais pas comment dire, une YouTubeuse paranormale. C'est quelqu'un qui fait plus du lifestyle ou du fashion, par exemple. Donc, c'est un peu hors contexte, mais on va l'écouter quand même. So if there's any supernatural or spirity people that can explain these next videos, please watch this. So my nanny passed away a couple of weeks ago and my mom has been clearing out her house. Nanny has a camera installed on the inside of her house, so it just faces her living room, her front door and her stairs. You'll see it in the next clips, but
the past couple of days, something really weird has happened. So no one else has a key to my nanny's house apart from my mum, so that's really important for this. So this is the first clip. Here's my mum leaving my nanny's house. This is around 3:30 or so. And she doesn't come back until the next morning. So there's nothing on the floor. There's nothing in sight. Specifically at the door, there's nothing left there. So my mum leaves, doesn't come back, and nobody else comes into the house. This is in the next morning. My mum is so confused because there's a gift bag left at the door. Nobody has had access to this house. The Ring camera didn't pick up any motion in between my mum leaving and my mum arriving back with any person detected. So this is what was left at the door. She's so confused. She says she remembers leaving that bag upstairs. There's a pair of slippers in it. And I'll show you what the bag said, like what the gift bag actually said. So it says on it, a little something just for you, which is like so strange because gift bags usually say like happy birthday or Merry Christmas or things like that. But the fact it says this is so weird. But the next clip is where it gets even weirder. So like I said, there's been no motion of a person detected in the house. It's literally just been my mum leaving, my mum coming back, but the Ring camera like records through the night or just constantly. So I'll show you the next clip. This video is not edited, watch right here. I'm just going to show it again. I just don't understand how a bag can just appear literally out of thin air. Like even if the Ring camera is recording in frames, like not continuously recording, how did that bag disappear? And if it like fell down the stairs somehow, or how is it landing up the way? Donc, ton verdict. Ouais. Mon verdict, Est-ce que c'est un glitch dans la matrice? suis-je obligé de croire ce qu'elle me dit? Non. Bien sûr que non. Donc, quand elle nous montre la vidéo en disant « cette vidéo n'a pas été éditée », est-ce que j'ai accès à la vidéo? J'aimerais voir la bande. Non, Donc, c'est ça. Donc, à partir de là, elle aurait pu dire « ben voilà, il y a un Farfadet aussi. Je veux dire, Oui, non. Il était dans le coin gauche, il était juste plus discret. Non, mais tu sais, donc, Exact. c'est ça. Donc, on a quelqu'un qui nous raconte une histoire, des images, mais éventuellement, si on avait accès à la bande filmée, etc., peut-être qu'on verrait que c'est pas tout à fait ce qu'elle dit non plus, là. Mais bon. Non, c'est clair. C'est souvent là-dessus que ça c'est repose, hein, sur C'est des ça qui est témoignages. difficile maintenant. Je trouve qu'à l'ère numérique, maintenant, c'est que tout peut être, tu sais, je veux dire, avec les effets spéciaux, tout peut être Oui. refait. Puis, en même Mais, temps aussi, c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire que monsieur et madame tout le monde n'a pas le moyen de vérifier chaque truc. Tu sais, c'est-à-dire, oh, quelqu'un veut un ovni en Afrique. Oh, parfait, je prends mes valises puis je m'en vais. Tu sais, on ne peut pas faire ça. Moi, j'ai été très choyé, hein, je ne le cache pas. Quand j'étais là, un des premiers avec l'avènement des télés spécialisées, Oui, oui. alors là, tout le monde me disait on va faire des documentaires pour Historia, pour Canal D, pour Évasion. Et je suis allé partout dans le monde, tu sais. Mais s'il avait fallu que je paye de ma propre poche, j'aurais pas jamais pu faire ça, tu sais. Fait que j'ai fait 2-3 fois le tour du monde, j'ai rencontré plein de gens, comme il y a des émissions à Évasion où des gens qu'on connaît, ils font le tour du monde, tout nus et quelque part en Indonésie. On vient toujours à Bleu Nuit. Bon, j'attends qu'on me fasse une offre, mais mais tu sais quoi donc, il y a quand même un bénéfice, il y a quand même un bénéfice extraordinaire. Et en même temps, il faut quand même reconnaître qu'on était choyé pour ça. Moi, j'ai été choyé. Hein. Quand je parle des phénomènes paranormaux, je peux dire, moi, j'y suis allé. Hein. Juste avant nous, on avait des dames qui parlaient de crimes, tu sais, puis je les comprenais. Hein. Mais pour elles, ce sont des crimes qui sont par procuration. Moi, quand j'ai fait les enfants tueurs ou les tueurs de l'occulte, j'étais sur place. J'ai rencontré les avocats, les procureurs, les assassins. C'est comme un autre paire de manches, tu sais. Oui. Mais encore une fois, il faut des sous pour faire ça, puis il faut des sous et également la passe. Et la passe, c'est la télévision. Tu sais, je veux dire, quand j'ai eu accès à plein de lieux et des documents, parce qu'on était journaliste, parce qu'on est la télévision. Ah, ça dédouane beaucoup de choses. Oui, on va vous ouvrir la réserve pour que vous puissiez voir telle patente, filmer ça. C'est extraordinaire, mais c'est une chance extraordinaire qu'on a eue. Donc, c'est un peu la même chose. Et je comprends, les amateurs de paranormal doivent éventuellement s'en remettre à la bonne foi. On regarde sur le web, on voit des trucs, on doit s'en remettre à la bonne foi de la personne qui livre le message. Exact. Mais en même temps, ça peut être excessivement trompeur de glisser là-dedans. Clairement. Un petit dernier, on a tiens. le temps? Oui, on a le temps. J'en avais plein d'autres, mais on vous les montrera peut-être
peut-être sur les réseaux sociaux de Distorsion. Il se trouve un phénomène que je ne connaissais pas avant cette semaine, mais il se trouve que sur les voitures Tesla, il y a des détecteurs de mouvement autour. Et des gens, et c'est pas la seule vidéo en fait que j'ai vue là-dessus, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui vont dans des cimetières avec leur Tesla et sur leur détecteur de mouvement voient plein de gens en mouvement, en fait, alors que dans la réalité, il n'y a personne. Hey, pour vrai, Émile, moi, j'ai un ami qui a une Tesla, puis c'est sûr que la prochaine fois que je le vois, tu t'en vas dans on un s'en cimetière. va dans un cimetière. Là, première destination. Ça n'a pas de sens. Là. Bref, donc, on regarde mais ça. Mais si derrière une pierre tombale, t'entends « Oh! Ouais. Vas-y pas! Vas-y pas! » Notre studio est au-dessus d'un salon funéraire. Oui, en plus, oui, c'est ça. Tout est dans tout. Hein, on va parquer la Tesla en face. Donc, une vidéo que j'ai pris un petit peu au hasard, mais j'en ai vu plusieurs quand même. Mais on regarde ça. Oups. 校园嘛，全是人影，可是一个人没有。 C'est fou le nombre d'individus qu'on peut voir. Vous voyez les petites formes sur son radar. Il y en a en vélo. Il y a même un vélo. Il y avait quelqu'un à vélo, on dirait. Moi, ça me fait capoter. C'est incroyable. C'est fou, hein? Encore une fois, très bien filmé. Oui. Ouais. Mais dans des trucs comme ça, il faut, dans un premier temps, il faut se dire, est-ce que c'est truqué ou non truqué? Puis à partir de du moment où tu réussis à trancher, il faut quand même aussi connaître les spectres de l'appareil. Mm-hmm. Oui. Parce que comment l'appareil fonctionne, qu'est-ce qu'il détecte exactement? Moi, j'ai eu souvent à croiser le fer avec des chasseurs de fantômes. Oui. Oh mon Dieu. Puis malheureusement, ces gens-là connaissent pas les appareils, ils savent pas ce qu'ils font, ils savent pas comment ça fonctionne. Puis là, tu te dis, ben là, c'est du grand n'importe quoi. Je me rappelle, je vais prendre une minute. Oui, une minute. Il y a quelques années, pour une soirée d'Halloween, c'est épouvantable, c'est même triste à la rigueur. Pour une soirée d'Halloween, l'émission JE à TVA avait suivi un groupe de chasseurs de fantômes. On ne les nommera pas, mais ils ont filmé des chasseurs de fantômes. Ils arrivent d'une maison hantée, le caméraman est là, la journaliste, et puis le chasseur de fantômes en question a son appareil. Lui, il appelle ça un détecteur de fantômes, c'est un K2, mieux connu sous détecteur de champ magnétique. Si vous en achetez un chez Walmart, ça coûte 10$. Si vous en achetez un sur le web chez Ghost Hunter Gadget, ça se vend 50$. Il y a une opportunité. J'allais dire 3000. Ouais. Ces appareils-là, il faut savoir, ils ont été très populaires parce qu'ils sont encore utilisés par des électroniciens. Lorsqu'on installe des appareils à haut calibrage, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de rayonnement électromagnétique. On se rappellera peut-être les gens les plus âgés ici, quand on rentrait dans des hôpitaux il y a 20 ans avec ton téléphone portable, on sortait à coups de pied dans le derrière parce que ton téléphone pouvait interférer sur des appareils. Donc, quand on pose ces appareils-là, bien évidemment, on veut s'assurer que le cardiogramme de M. Urtibise n'influence pas la salle d'à côté où Madame Machin Truc est en train de subir une chimiothérapie. Là. C'est bon, on veut essayer des... Donc, on doit s'assurer que ces appareils-là sont bien... Il y a une bonne mise en terre, puis il n'y a pas de radiation. Et donc, dans un coffre à outils d'un électronicien, c'est un détecteur de champ magnétique. Chez les chasseurs de fantômes, ça devient des K2. Mais il faut savoir que des variations dans le champ électromagnétique, on en a partout. Si j'avais un K2 ici ce soir, là, je le mettrais à bout de bras, puis de temps en temps, il partirait, il sonnerait, parce qu'il y en a partout. La preuve, c'est que si vous prenez vos téléphones portables, vous allez voir que vous recevez tous un signal. Ce signal-là, c'est parce que quelque part, il y a des ondes électromagnétiques qui rentrent dans la pièce. Ou qu'il y a des fantômes partout. Ou qu'il y a des fantômes. Et là, dans notre fameuse soirée, donc notre type est là avec son K2, il se promène. Ah, écoute. Et là, à un moment donné, il est devant la caméra, puis là, d'un coup, ça se met à sonner, tu sais. Puis là, il dit comme ça à la caméra, il dit, vous voyez, là? Il dit, un fantôme en direct, live, comme ça, c'est le K2. Hein? Puis là, quand on monte, c'est là, JE me dit, Christian, veux-tu voir les images, puis qu'est-ce que tu en penses? Quand je vois ça, je dis, mais voyons. Le type, il est là avec son K2 qui détecte les champs électromagnétiques devant une caméra Betacam qui a une batterie grosse de même, calice. Ah, okay. Ouais, c'est ridicule.
C'est ridicule. Le gars ne sait même pas comment ça fonctionne, son affaire. Ouais. Il y a quelques années, j'ai fait une série pour Historia qui s'appelait L'Enquêteur du paranormal. Oui. Peut-être certains d'entre vous l'avez vu. Oui. On est allé à l'asile de Sainte-Clotilde avec des chasseurs de fantômes. Oui. Ben oui, à un moment donné, il y a quelqu'un... On l'a gardé. Ils nous ont envoyé une mise en demeure, mais on l'a gardé pareil. À un moment donné, ils sont là avec le K2, puis là, il y a une dame qui est là, puis elle parle aux fantômes. Oui, êtes-vous là? Faites-nous un signe. Là, les petites lumières s'allument. Oh! Puis là, elle parle encore, des lumières s'allument. Puis là, elle dit au caméraman, elle dit, voyez, là, ils nous répondent. Puis là, t'entends le caméraman dit, tabarnak, c'est mon walkie-talkie qui fait ça. Ouais. Tu sais, c'est une belle conclusion. Fait que c'est ça. Mais tu sais, je sais pas. C'est troublant, par contre, si une Tesla interprète la Tesla, moi, ça me fait... des fausses personnes. Il faudrait pousser à voir quel est l'appareil utilisé, quels sont les specs de l'appareil, comment ça fonctionne, tout ça. Puis bon, peut-être qu'on est réellement en présence d'un phénomène surnaturel, mais uniquement sur la foi d'une vidéo, il faut rester prudent. Ah oui, absolument. Il faut rester prudent, monsieur. Vous savez ce que... Hein? Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Il y a de tout sur Internet. Oui. Est-ce qu'au moins on te donne de l'inspiration pour ton futur livre des fraudes du paranormal, Christian, avec ces vidéos-là? On n'en manque pas. On n'en manque pas des fraudes sur le paranormal. C'est drôle parce que tu me dis ça, il y a quelqu'un qui me dit « Ah oui, les fraudes paranormales, il dit, il y avait une histoire d'une autopsie d'un extraterrestre, puis ça avait été présenté à Claire Lamarche. Je le sais, je dis l'extraterrestre, il est dans ma cave aujourd'hui. Ouais. Qui était une vidéo qui avait énormément fonctionné à cette époque. Le réalisateur avait quand même touché 7 millions de dollars avec cette fraude-là. C'est quand même énorme. Ah oui. Toutes les tenances et aboutissants dans mon livre sur les fraudes du paranormal. Mais je me suis amusé à écrire ça quand même. Ah oui, ça doit. C'est amusant. Ça risque d'être très amusant à le lire aussi. Oui, je sais. J'essaie de rendre ça amusant et divertissant. Christian, on te remercie énormément. C'est déjà la fin. J'ai l'impression qu'on vient de commencer, mais on va surveiller ton livre qui sort en octobre. Merci. Oui. Yes, merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. On veut remercier aussi le Festipod d'avoir organisé ce bel événement-là. Il y a des podcasts demain aussi, donc venez faire un tour. Puis on vous remercie, vous, de vous être déplacés. On va, je sais que, il faut quitter les lieux tranquillement, mais on va quand même descendre si vous voulez venir nous faire un coucou. Oui, on va rester On va chiller quelques minutes ici. Puis sinon, bonne saison de Distorsion. Ça s'en vient bientôt pour ceux qui ne sont pas membres Patreon. Sinon, c'est déjà là. Puis, on vous dit à la prochaine. Bye-bye, tout le monde. Merci de l'invitation. Yes, merci de votre accueil.